Dexter Morgan fut l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire américaine. Il a tué 1459 personnes, et au cours des 9 saisons de la série, nous l'avons vu en tuer 69. Dans cette vidéo, je vais passer en revue chaque personne qu'il a tuée. La première personne que Dexter a tuée fut Mike Donovan, un chef de chœur apparemment respectable dont les sombres secrets firent de lui une cible du code de Dexter. De toute évidence, Donovan était un mari et un père aimant qui dirigeait une chorale et jouait un rôle actif dans sa communauté. Cependant, derrière cette façade, il cachait un terrible secret. C'était un pédophile et un tueur en série responsable de la mort d'au moins 3 jeunes garçons. Ces actes odieux ont laissé une traînée de chagrin et de questions sans réponse. Et Dexter s'est senti obligé de le traduire en justice à sa manière. Après une représentation chorale, Donovan est monté dans son break, ignorant que Dexter l'attendait sur la banquette arrière. Dexter, fil de garrot en main, a étranglé Donovan et lui a ordonné de conduire jusqu'à une station de pompage isolée, le lieu de sépulture de ses victimes. Dans un moment glaçant, Dexter a forcé Donovan à affronter les restes des garçons qu'il avait tués. Terrifié et suppliant pour sa vie, Donovan implorait la compréhension, mais Dexter n'avait absolument aucune pitié. Dexter a endormi Donovan avec une seringue et a préparé sa salle de meurtre à la station de pompage. Après l'avoir attaché à la table et prélevé une lame de sang comme trophée, Dexter a mis fin à la vie de Donovan en lui coupant le cou avec une scie sabre. Plus tard, nous voyons la femme de Donovan se rendre à Miami Metro, bouleversée par la disparition de son mari. La regardant de loin, Dexter se rassura d'avoir été méticuleux, ne laissant aucune trace de son implication. La rencontre a renforcé sa conviction de la nécessité de son code, mais elle a également attiré l'attention du détective James Doe, qui s'est interrogé sur l'intérêt troublant de Dexter pour la veuve éplorée. La mort de Jonathan a planté le décor pour le reste de la série. Personnellement, j'ai trouvé cette scène terrifiante la première fois que je l'ai vue. Je pensais que j'étais sur le point de regarder 8 saisons d'horreur pure. Jaworski, un voiturier sadique qui a transformé son accès aux voitures et aux informations personnelles en occasion de commettre des crimes odieux, fut la deuxième personne tuée par Dexter. Jaworski se présentait comme un valet inoffensif, mais en réalité, c'était un prédateur qui traquait, violait et assassinait des femmes, enregistrant ses actes comme des snuff movies pour son site web tordu. Sa culpabilité était indéniable. Un tatouage sur son bras correspondant à celui visible dans les snuff movies. Cependant, à cause d'un vice de procédure, un mandat de perquisition défectueux, Jaworski a échappé à la justice, laissant Dexter intervenir là où le système avait échoué. La nuit du meurtre, Jaworski s'était introduit sur un chantier pour voler des tuyaux en cuivre lorsque Dexter l'a interpellé. Avec sa précision méthodique caractéristique, Dexter lui a montré une photo de sa dernière victime, Jane Saunders, avant de le tranquilliser avec du M980. Quand Jaworski se réveilla, il se retrouva attaché sur la table de torture improvisée de Dexter. Et même face à la mort, Jaworski a avoué ses crimes avec arrogance et sans remords. Dexter, indifférent, décapita Jaworski d'un coup de hachoir, une exécution rapide et sans pitié. Dexter nettoyait méticuleusement la scène, tout en parlant tranquillement à Rita au téléphone, soulignant parfaitement le thème central de la série. Un tueur en série menant une double vie. La mort de Jaworski a apporté un sombre sentiment de justice à sa victime, consolidant le rôle de Dexter en tant que tueur justicier. La troisième personne qu'on le voit tuer est Matt Chambers, un récidiviste dont le comportement imprudent et le refus d'assumer ses responsabilités avaient laissé une traînée de dévastation derrière lui. Chambers n'était pas étranger à la tragédie, et il avait été impliqué dans de multiples incidents de conduite en état d'ivresse, causant la mort de plusieurs personnes. Pourtant, par la manipulation et de faux remords, il avait échappé à la justice, passant à chaque fois entre les mailles du système judiciaire. Sa capacité à verser des larmes de crocodile au tribunal dégoûtait Dexter, qui décida d'intervenir là où la loi avait échoué. Dexter a suivi Chambers jusqu'à un bar où, curieusement, il l'a observé boire abondamment, ne montrant aucun signe de culpabilité ou de retenue. Après s'être assuré de sa culpabilité, Dexter a suivi Chambers jusqu'à un magasin d'alcool abandonné, où il lui a tendu une embuscade, l'a sédaté et l'a enveloppé dans du plastique. Chambers se réveilla attaché à une table, confronté à l'approche froide et méthodique de la justice de Dexter. Malgré les tentatives de défiance de Chambers, il n'y croyait même pas lui-même. Je n'en ai pas fait. N'importe quoi. Certaines personnes le croient. Le problème, c'est que non. Mais, c'est vrai. On m'a piégé. Dexter s'est forcé à avouer avant de porter le coup fatal à la poitrine, s'assurant ainsi qu'il ne ferait plus jamais de mal à personne. Alors que Dexter nettoyait la scène, il méditait sur la justice qu'il avait rendue, se consolant de savoir que la voix destructrice de Chambers avait enfin pris fin. Bien que l'impact de la disparition de Chambers passerait inaperçu aux yeux du monde, pour Dexter, c'était un pas de plus pour maintenir l'équilibre entre le chaos et l'ordre, garantissant que ceux qui échappaient à l'emprise de la société n'échapperaient pas aux conséquences. À mon avis, j'ai trouvé que cette élimination était un peu une zone grise du code. Je n'étais pas entièrement convaincu que Matt méritait de mourir, mais je suis curieux d'entendre vos avis. Commentez ci-dessous.
Dans un flashback, la personne suivante que Dexter a tuée était l'infirmière Mary, une soignante apparemment compatissante qui agissait secrètement comme un ange de la mort, ôtant des vies sous le couvert de la miséricorde. Mary a travaillé comme infirmière à l'époque où le père adoptif de Dexter, Harry Morgan, était hospitalisé pour une maladie cardiaque. Elle injectait à ses patients des doses mortelles de morphine mélangées à des drogues inconnues, justifiant ses actes comme un moyen de soulager leur souffrance. Ses crimes sont passés inaperçus jusqu'à ce qu'Harry réalise qu'il était sa prochaine cible. Face à la menace imminente sur sa propre vie, Harry a donné le feu vert à Dexter pour intervenir, marquant ainsi le premier meurtre humain de Dexter. Dexter a méticuleusement préparé une pièce dans la maison de Mary, la recouvrant de plastique et enfilant sa combinaison de tueur improvisé. Quand Mary est arrivée, elle s'est retrouvée maîtrisée et attachée sur la table de Dexter. En la confrontant avec les albums de coupures de presse nécrologiques qu'elle gardait comme des trophées, Dexter la força à reconnaître la satisfaction tordue qu'elle tirait de ses actes. Malgré la protestation de Mary qu'elle aidait ses victimes, Dexter lui a froidement renvoyé ses propres mots. Je comprends maintenant qu'il est temps de mettre fin à votre souffrance. Ce qui a suivi fut une scène chaotique et brutale. Dexter la poignardant à plusieurs reprises, le sang giclant dans la pièce tandis qu'il exécutait le meurtre. Dexter a jeté ses restes dans les Everglades, ne laissant aucune trace de sa mort. La police n'a jamais enquêté sur sa disparition, ni découvert ses crimes, permettant au monde de rester inconscient du Justine que Dexter avait servi. Ce moment a façonné l'approche méticuleuse de Dexter en matière de meurtre, lui montrant l'importance de la planification et du contrôle. Cela a également renforcé son lien avec Harry, dont la vie a été sauvée grâce à ce meurtre, soulignant le rôle de protecteur de Dexter, guidé par son code numéro 5. Au 6e rang de cette liste figuraient Jorge et Valerie Castillo, un couple aisé de Miami, mais qui étaient de cruels passeurs d'êtres humains. Ils exploitaient les immigrants cubains, leur extorquant de l'argent et noyant ceux qui ne pouvaient pas payer. L'enquête de Dexter sur un Cubain disparu l'a rendu méfiant envers le couple lorsqu'il a découvert des matelas sales, des excréments et des vêtements dans un grand garage où des personnes avaient été retenues captives, le poussant à soupçonner les Castillo de tuer leurs victimes. Ces soupçons furent confirmés lorsqu'il découvrit les corps de victimes de noyade dans le vivier du bateau de Jorge, leur décès maquillé en accident tragique. Pour lui tendre un piège, Dexter a attiré Jorge dans une caravane Airstream, dans la casse, où des photos de leurs victimes tapissent les murs. Après l'avoir maîtrisé avec du M999, Dexter se prépara à agir. Mais l'arrivée inattendue de Valérie a bouleversé ses plans. Voyant sa cruauté envers les otages, Dexter réalisa qu'elle était tout aussi coupable et la captura rapidement, elle aussi. Liés par le sang, les Castillo justifiaient leurs crimes comme nécessaires à leur quête de richesse et de pouvoir. Leur lien tordu a brièvement fait réfléchir Dexter à ses propres relations brisées et l'a fait se débattre avec son sens de l'humanité. Mais leur arrogance ne fit que renforcer sa détermination. Comment vous aimez-vous? Tu es comme moi. Poker. Vous y arrivez. Comment? Il a mis fin à leur règne de terreur rapidement. Alors que Dexter libérait les captifs de la circulation, il ignorait qu'un jeune garçon avait été témoin des meurtres. Heureusement, le garçon crut avoir vu Jésus, et non Dexter. Immunité scénaristique, je sais, mais on avance. Dexter a jeté les corps dans l'océan, croyant que leurs crimes avaient été effacés. Cependant, le corps de Valerie a été retrouvé et mis en scène par son frère, le tueur au camion frigorifique. Menacé de révéler ses méthodes pour protéger son secret, Dexter a astucieusement piégé George pour la mort de Valerie, manipulant les preuves pour égarer la police. Ce meurtre de partenaire a vraiment montré l'expertise de Dexter en tant que tueur en série. Mais le fait qu'il ait failli se faire prendre a aussi démontré les dangers de contourner le code. Ce qui m'amène tout naturellement au prochain groupe de personnes que Dexter a tuées. Dans le 6e épisode de la série, dans un flashback, nous voyons une série de personnes que Dexter a tuées dans ses jeunes années. Inquiet que ses outils de meurtre puissent le lier à l'enquête Castillo, Dexter se débarrassa de tout ce qui pourrait l'incriminer chez Savage. Avant de jeter sa boîte de lames de sang, il marqua une pause et repensa à ses débuts. Dans un flashback poignant, nous avons appris qu'il avait tué Alex Timmons, un tireur d'élite des marines qui avait commencé à tuer des civils après avoir été démobilisé. Oui, je l'ai fait. Est-ce que tu veux entendre? Gene Marshall, un incendiaire qui brûlait ses victimes vives. Avez-vous déjà vu quelqu'un brûler vif? Et Cindy Landon, une veuve noire qui tuait ses maris pour l'argent. Je te baiserai si tu me laisses partir. Ces flashbacks ont mis en lumière la vaste expérience de Dexter en tant que tueur et depuis combien de temps il exerçait son art. Ils ont également souligné ses tendances rituelles, alors qu'il savourait le souvenir de la mort de sa victime, avant de finalement se débarrasser de la boîte de lames de sang. La 10e personne sur cette liste est Emmett Meridian, un psychiatre apparemment compatissant qui a manipulé des femmes vulnérables pour qu'elles se suicident. Meridian ciblait les insécurités de ses patients et les poussait au suicide, ne laissant aucune preuve physique de son implication. Lorsque sa 3e victime, Vanessa Gale, a été retrouvée morte, Dexter a découvert le lien et a décidé de le traduire en justice. Se faisant passer pour un patient sous le pseudonyme de Sean Ellis, Dexter a infiltré le cabinet de Meridian, utilisant leur séance pour recueillir des preuves. En découvrant les enregistrements cachés du docteur, Dexter confirma ses soupçons. Meridian était une assassine psychologique, s'attaquant à des femmes puissantes sous couvert de thérapie. Une fois qu'il eut tout ce dont il avait besoin, il révéla à Meridian la vraie raison pour laquelle il suivait une thérapie et le séda. Je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne auparavant. D'accord.
Je suis un tueur en série. Se réveillant sur la table, entouré des photographies de sa victime, Meridian fut contraint d'affronter les conséquences de ses actes. Calme mais résolu, Dexter le remercia de l'avoir aidé à déterrer des souvenirs refoulés de son propre passé, mais rappela au docteur que les actes ont des conséquences. Tandis que Meridian gisait là, emballé dans du plastique, Dexter mit fin à sa fureur avec une précision chirurgicale, prélevant une lame de sang. C'est drôle que cet épisode s'appelle Shrink Wrap. La mort de Meridian l'a non seulement empêché de manipuler d'autres victimes, mais la confrontation de Dexter Morgan avec Brian Moser, son frère biologique et le tristement célèbre tueur au camion frigorifique, a abouti à une lutte morale déchirante. Après que Brian ait enlevé Deborah Morgan, Dexter a démêlé un réseau complexe de secrets familiaux. Découvrant leur passé traumatique commun, Brian chercha à raviver leurs liens en entraînant Dexter dans son idéologie meurtrière, proposant même de tuer Deborah ensemble pour couper les ponts avec la vie adoptive de Dexter. Dexter, tiraillé entre sa loyauté envers Deborah et l'attrait d'un lien sans filtre avec Brian, a finalement choisi de protéger sa sœur. Après avoir déjoué les tentatives de Brian de tuer Deborah, Dexter a tendu un piège dans son appartement, droguant et transportant Brian dans sa propre salle de meurtre. Là, dans un parallèle glaçant avec le modus operandi de Brian, Dexter a suspendu son frère et s'est engagé dans un échange émotionnel. Brian a supplié Dexter d'embrasser sa vraie nature. Mais Dexter, résolu et fidèle au code d'Harry, rejeta la voie que Brian lui offrait. Dans un ultime acte de sinistre nécessité, Dexter a tranché la gorge de Brian, arrangeant la scène pour qu'elle ressemble à un suicide. Laissé seul dans son deuil, Dexter était aux prises avec la tragédie d'avoir tué la seule personne qui le comprenait vraiment. Hanté par le souvenir du frère qui lui a offert la liberté à un prix dévastateur. Je sais que je vais être seul sur ce coup, mais personnellement je n'ai pas tellement aimé Brian et j'étais plutôt contente que Dexter choisisse Deb plutôt que lui. J'espère que certains d'entre vous seront d'accord avec moi. La personne suivante que Dexter a tuée fut l'une de ses cibles les plus impressionnantes. Lil Chino, membre clé des 29 Street Kings, a terrorisé Miami avec ses horribles meurtres à la machette et ses tatouages en forme de larmes. Craignant beaucoup et semblant intouchable par la loi, Chino incarnait la terreur elle-même. L'intérêt de Dexter pour Chino s'intensifia après que l'homme de main du gang eut assassiné Rafael Arenas et orchestré le meurtre de la mère de Rafael, Ava Chino. La capacité à échapper à la justice ne faisait que renforcer la détermination de Dexter à l'arrêter. La première confrontation s'est soldée par un échec lorsque l'immense force de Chino lui a permis de s'échapper de la table de Dexter, laissant ce dernier ébranlé et doutant de lui-même. Déterminé à arranger les choses, Dexter a suivi Chino jusqu'à un ascenseur de garage, où il était sur le point de tuer un jeune informateur. Cette fois, Dexter a utilisé un fusil tranquillisant pour le maîtriser et l'a transporté vers un endroit plus sûr. Ligoté et incapable de s'échapper, Chino nargua Dexter, lui demandant ce qu'il laisserait derrière lui. La réponse de Dexter était parfaite. « Tu me tues. Que laisses-tu derrière toi ?» Un monde sans toi. Il a ensuite planté une machette dans la poitrine de Chino, mettant fin à son règne de terreur. Ensuite, Dexter a jeté le corps de Chino dans le Gulf Stream, ne laissant aucune trace. Ce meurtre a restauré la confiance ébranlée de Dexter en ses capacités et en son code. Cependant, à long terme, la lame de sang de Chino est devenue partie intégrante de l'enquête sur le boucher de Bay Harbor, reliant Dexter à un réseau croissant de victimes et augmentant le risque pour sa double vie. Le nom suivant sur cette liste était Roger Hicks, un vendeur de voitures beau-parleur et un menteur compulsif avec une double vie sinistre. Sous son vernis soigné se cachait un prédateur violent qui attirait les jeunes femmes avec son charme avant de les violer et de les assassiner brutalement chez elles. Dexter, attiré par Hicks après l'avoir lié à 2 meurtres horribles, a infiltré le monde du vendeur sous le prétexte d'acheter une mini-fourgonnette. Malgré l'esprit trompeur de Hicks, Dexter a obtenu les preuves ADN dont il avait besoin pour confirmer que Hicks était le tueur. Quand Hicks a ciblé une autre femme, Dexter n'a eu d'autre choix que d'agir rapidement, l'interceptant devant la concession. Cette nuit-là, Hicks se réveilla sur la table de dissection de Dexter, dans la maison d'une de ses victimes, Anne Cohen. Et au début, il a essayé de s'en sortir par le mensonge, ce qui était honnêtement l'une des scènes de meurtre les plus drôles de la série. Je vais leur demander de l'ouvrir. Je suis le gérant. Ils font ce que je dis. Le nom du gérant est Rick Boxton. Oui, mais j'y suis depuis plus longtemps. Qu'il n'en a, et vous êtes là depuis 3 mois. Cependant, sur l'autre terrain, son masque est vite tombé lorsqu'il a insulté Rita, la traitant d'un nom odieux, ce qui a déclenché les instincts protecteurs profondément ancrés de Dick. Tu es mieux sans cette raillerie. Dans un rare élan d'émotion, Dexter a plongé le couteau dans la poitrine de Hicks, le faisant taire pour de bon. Les conséquences étaient claires. Le prédateur violent avait disparu, et le lien de Dexter avec Rita avait été solidifié par l'impulsion de défendre son honneur. J'aimerais en dire plus sur l'impact de Hicks sur Dexter, mais il n'était vraiment qu'une autre victime, au fait. Aussi, si la vidéo vous plaît, pourquoi ne pas vous abonner, Ken Olson. La 14e personne tuée par Dexter était un amateur qui tentait d'imiter le boucher de Bay Harbor. Mais ces tentatives bâclées de justicier ont irrité Dexter plus que tout. Olson, un petit criminel ayant 2 meurtres à son actif, avait commencé à cibler ses victimes pour des raisons personnelles, utilisant des méthodes rudimentaires qui imitaient à peine la précision méticuleuse de Dexter. Sa dernière tentative de meurtre sur un petit cambrioleur sous le couvert du boucher,
O avait échoué, laissant la victime prévue en vie pour signaler Olson à la police. Après la libération d'Olsen, faute de preuves suffisantes, Dexter l'a suivi jusqu'à chez lui, le prenant par surprise. Dexter a maîtrisé Olsen et a dénoncé ses motivations superficielles. Olsen a exprimé son admiration pour Dexter, le reconnaissant même comme le véritable boucher de Bay Harbor. Mais je ne pense pas qu'il ait réalisé ce que cela signifiait pour lui. Olsen se réveilla ligoté dans une salle de torture improvisée à l'intérieur d'un wagon de train. Ironiquement le même endroit où il avait tenté de mettre en scène son meurtre raté. Dexter lui a fait la leçon sur les principes de son code, soulignant le manque de but et de compétences d'Olsen. Avec une efficacité chirurgicale, Dexter décapita Olson à l'aide d'un coup près, laissant ses restes démembrés à découvrir par les forces de l'ordre. La mort d'Olson a envoyé un avertissement clair aux imitateurs potentiels. Le boucher de Bay Harbor ne tolérait pas longtemps les imitateurs. La mort d'Olson a renforcé le sentiment de contrôle de Dexter sur son identité, tout en offrant un exemple effrayant de ce qui arrive quand quelqu'un essaie d'imiter l'art tordu du passager noir. La personne suivante que Dexter a tuée était aussi personnelle que possible. Des années plus tôt, Jiménez, sur ordre d'Hector Estrada, avait brutalement démembré la mère de Dexter avec une tronçonneuse et un conteneur, laissant le jeune Dexter et Brian Moser assis dans le sang de leur mère pendant 2 jours. Cela les a transformés tous les deux en tueurs. Des décennies plus tard, Jiménez avait réussi à échapper à la justice, tenant un bar à Naples et agissant comme un petit trafiquant de drogue, sous l'illusion que ses crimes horribles étaient oubliés. Poussé par la rage, un besoin de tourner la page et les encouragements de Lila, Dexter a suivi Men jusqu'à son bar, puis jusqu'à une cabane isolée dans les Everglades. Là, Dexter l'a maîtrisé avec du M99 et l'a attaché à une table, recréant en quelque sorte les circonstances mêmes du meurtre de sa mère. Les tentatives chétives de Jiménez de négocier ou d'intimider Dexter n'ont fait qu'attiser le feu de la vengeance avec une justice poétique. Dexter a utilisé une tronçonneuse, le même outil que Jiménez avait jadis manié pour mettre fin à ses jours. La mort de Jiménez a marqué un tournant pour Dexter, car c'était la première fois qu'il affrontait son passé directement. Cependant, cela a également déclenché une série d'événements, notamment la découverte par James Dox des lames de sang du boucher de Bay Harbor, menant finalement à l'effondrement du contrôle fragile de Dexter sur sa double vie. La personne suivante que Dexter a tuée était sans doute le meurtre le plus important de la série. José Garza était bien plus qu'un nom parmi d'autres dans la quête méticuleuse de justice de Dexter. Sa présence menaçait directement le secret si bien gardé de Dexter. Un trafiquant de drogue opérant sous le pseudonyme de Christopher Harlow. Les liens de Garza avec la menace Santos, récemment éliminée, l'ont dangereusement rapproché de la découverte de la cabane cachée de Dexter dans les Everglades où James Dox était emprisonné. Les tensions montèrent lorsque Garza, désespéré de retrouver sa cargaison de cocaïne disparue, communiqua à son insu, avec Dexter via le téléphone de Jiménez. Lorsque Garza a menacé de se rendre à la cabane, Dexter l'a attiré à une rencontre au bar de Jiménez. Bien que l'interaction n'ait pas été montrée à l'écran, les conséquences étaient glaçantes. Dexter est retourné à la cabane avec Garza, inconsciente, sa prochaine victime. Et dans une barbarie absolue, il l'a tuée devant un Dox horrifié. Je veux dire, même moi, j'ai été choqué que Dexter fasse ça. Vous poursuivez les tueurs. Vous éliminez les tueurs, je comprends ça. Mais ça, c'est un putain de rituel de malade. Mec, vous avez besoin d'aide. Laissez-moi vous aider, monsieur. Ne vous inquiétez pas, sergent. Je ne vous forcerai pas à regarder. Je ne suis pas un civilisé. Morgan. Morgan. Non. Morgan. Avec une précision calculée, Dexter a utilisé une scie électrique pour démembrer Garza, laissant ses restes comme preuve pour faire accuser Dox d'être le boucher de Bay Harbor. Pour Dexter, le meurtre était une action nécessaire pour garder le contrôle et neutraliser la menace d'être démasqué. Mais le tribut moral qu'il payait et la tension psychologique que subissait Dox s'aggravaient. La mort de Garza a marqué un tournant dans l'histoire de Dexter, consolidant le piège tendu à Dox tout en forçant Dexter à faire face aux complexités morales de son code. Cela a souligné le coût croissant du maintien de son secret et a préparé le terrain pour les événements explosifs qui ont suivi. Littéralement. Join Rims était une autre victime dans un flashback après que Dox ait dit à Dexter de rester loin de lui. Cela lui rappelait quand son père avait dit la même chose. Reste. Loin. L'affrontement a eu lieu dans un endroit isolé aménagé en salle de torture improvisée. Dexter, encore en apprentissage, a méthodiquement exécuté Ryan et démembré son corps, pensant que cela rendrait Harry fier. Mais quand Harry est arrivé et a vu les conséquences, sa réaction fut loin d'être encourageante. Submergé par la réalité macabre, Harry était secoué jusqu'à l'âme, allant même jusqu'à vomir à la vue de ce moment qui marqua un tournant décisif pour Dexter et Harry. Dexter, troublé par le dégoût d'Harry, commença à remettre en question la moralité de ses actes, même s'il suivait le code. Harry, accablé par le poids de ses décisions, était profondément hanté, ce qui a finalement conduit à son suicide quelques jours plus tard. La mort de Ryan est devenue un symbole du dévouement de Dexter à son code, mais a également révélé des fissures dans ses fondations morales. La désillusion de Harry a eu un impact durable, forçant Dexter à affronter la vérité de ce qu'il était devenu.
Mêlant justice et faillite humaine, ce conflit interne allait façonner son parcours et les relations qu'il nourrait au fil de sa sombre épopée. Les frères Famosa, Esteban et Theo étaient des trafiquants de drogue qui se sont retrouvés, bien malgré eux, dans la ligne de mire de Dexter Morgan, lors d'un voyage de routine pour récupérer de la cocaïne dans la cabane des Everglades ayant appartenu à Santos Jiménez. Leurs chemins ont croisé ceux d'un James Dox désespéré, qui venait de s'échapper de la prison improvisée de Dexter. La tentative de Dox d'obtenir leur aide a échoué lorsqu'ils l'ont assommé, préparant involontairement le terrain pour leur propre perte. J'ai vraiment eu de la peine pour Dox ici. Je veux dire, il vient d'échapper à l'un des tueurs en série les plus dangereux de Miami pour ensuite se faire assommer par le cartel. Je veux dire, je ne sais pas si c'était sa malchance ou juste l'armure scénaristique de Dexter. Probablement la dernière. Quand Dexter est retourné à la cabane, il a découvert les frères utilisant Dox pour transporter la cocaïne jusqu'à leur hydroglisseur. Réalisant la menace qu'il représentait pour sa captive, mais aussi pour son plan fragile, Dexter élabora une stratégie rapide. Faisant signe à Dox, Dexter se glissa dans la cabane et élimina Esteban, sa mort étant marquée par un bruit sourd venant de l'intérieur. Armé du pistolet d'Esteban, Dexter est apparu à temps pour coordonner avec Dox, qui a distrait Theo en lui jetant de la cocaïne au visage, permettant à Dexter de tirer un coup fatal. Dexter et Dox ont temporairement mis de côté leur animosité pour se débarrasser des corps dans les eaux environnantes, s'assurant que la population locale d'alligators était bien nourrie. Mais bientôt, la relation est redevenue normale. Dox en cage. Maintenant, je ne suis pas vraiment sûr si Dexter, en les tuant, a enfreint le code d'Harry. Ceux d'entre vous qui ont regardé plusieurs de mes autres vidéos savent que je l'ai omis de ma vidéo sur le code de Harry. Mais je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Absolument. Là, faites-moi savoir. Ce compromis éthique préfigurait les complexités accrues auxquelles Dexter serait confronté, alors que la frontière entre nécessité et principe continuait de s'estomper dans sa tentative de piéger Dox. La prochaine personne sur cette liste est Lila West, une femme instable et manipulatrice qui s'est fait passer pour la marraine des narcotiques anonymes de Dexter. Ce qui avait commencé comme une relation étrange, mais apparemment inoffensive entre eux, a rapidement dégénéré en quelque chose de bien plus dangereux. Lila, fascinée par l'obscurité qu'elle percevait en Dexter, est devenue obsédée, persuadée qu'ils étaient des âmes sœurs. Son obsession l'a poussé à commettre des incendies criminels, des meurtres, et même à cibler les proches de Dexter. L'acte le plus odieux de Lila fut de faire exploser la cabane, retenant le chirurgien Dox, le tuant, et s'assurant que le secret de Dexter restait sauf. Soyons réalistes un instant. Le choix des scénaristes de faire cela était un peu paresseux, à mon avis. J'ai l'impression que nous avons été privés de tant de bonnes fins potentielles pour la deuxième saison. Mais ça, c'est une vidéo pour un autre jour. Après avoir découvert la vraie nature de Dexter et s'étant sentie trahie par son rejet, elle a enlevé les enfants de Rita, Aster et Cody et les a enfermés dans son loft avant d'y mettre le feu. Dexter les a sauvés de justesse, consolidant la place de Lila sur sa table. Quand elle s'est enfuie à Paris pour échapper au chaos, Dexter l'a retrouvée, déterminé à mettre fin à son règne de destruction. Et dans la pénombre de son appartement parisien, Lila réalisa trop tard que Dexter n'était pas là pour se réconcilier. D'une seule poussée rapide en plein cœur, Dexter mit fin à sa vie, s'assurant qu'elle ne pourrait plus jamais nuire à quiconque. Sa mort a clos un chapitre tumultueux de la vie de Dexter, mais elle a aussi rappelé le chaos qui surgit lorsque son obscurité s'entremêle à la vie des autres. Autant je détestais Lila, autant je n'ai pas pu m'empêcher d'éprouver un peu de pitié pour elle quand une larme a coulé sur sa joue alors qu'elle se vidait de son sang. La prochaine personne pour qui je n'ai aucune sympathie, par contre. Cal Rooney était une autre personne que Dexter a tuée dans un flashback, bien que l'on ne sache pas exactement à quand cela remonte. Je veux dire, il n'y a pas grand chose à dire sur ce type, mais c'était un forain qui utilisait son stand à la foire pour recueillir des informations personnelles sur les clients. Rooney cambriolait ensuite leur maison, et à 2 reprises, cela a entraîné la mort. Nous l'avons appris par Dexter qui parlait par énigme à son dentiste. J'espère que vous avez évité toutes les sucreries. Eh bien d'habitude je suis sage, mais parfois je me laisse aller. Passons à la 22e victime de Dexter. Le meurtre d'Oscar Prado fut une anomalie tragique dans le monde méticuleusement contrôlé de Dexter et un élément central de l'intrigue de la 3e saison. En tant que frère cadet de Miguel et Ramon Prado, Oscar était un entraîneur de centre de jeunesse avec un côté plus sombre, aux prises avec la toxicomanie. Dexter l'a rencontré alors qu'il ciblait Fribo, un trafiquant de drogue que Dexter avait décidé d'éliminer. Cependant, la situation a dégénéré lorsque Dexter a interrompu une violente confrontation entre Oscar et Fribo chez le dealer. Fribo s'enfuit, laissant Oscar déverser son agressivité sur Dexter. Dans un acte de légitime défense, Dexter a maîtrisé Oscar, le poignardant mortellement avec le couteau même qu'Oscar avait manié. Les conséquences furent particulièrement déroutantes pour Dexter, qui réalisa qu'il avait enfreint le code d'Harry en tuant quelqu'un sans confirmer sa culpabilité en tant que meurtrier. Et c'était l'une des premières fois qu'il faisait cela. Je n'ai jamais tué personne que je n'ai pas entièrement examiné au préalable et dont je n'étais pas absolument certain de la culpabilité. J'ai fait quelque chose d'entièrement spontané et d'entièrement hors des règles.
L'incident a profondément marqué Dexter, le poussant à assister à la veillée funèbre d'Oscar pour en apprendre davantage sur l'homme qu'il avait accidentellement tué. Découvrir la toxicomanie d'Oscar et les morts liées à Fribo a apporté un certain réconfort à Dexter, bien que ce fut un rare moment où sa confiance a vacillé. Cet événement a préfiguré la relation compliquée de Dexter avec la famille Prado et a laissé entrevoir une petite mais significative fissure dans son code moral. Fred Bauman, plus connu sous le nom de Freeborn, était un petit trafiquant de drogue au passé sinistre et l'homme que Dexter avait réellement l'intention de tuer. Connu pour son rôle dans la mort de 2 étudiantes, Fribo a échappé à la justice à cause d'un vice de procédure dans un mandat, faisant de lui, une cible de choix pour la justice de Dexter. La première tentative de Dexter de tuer Fribo a pris une tournure inattendue lorsqu'il a interrompu une bagarre entre Fribo et Oscar Prado, entraînant la mort d'Oscar. Mais cela ne fit qu'intensifier sa détermination. Retraçant Fribo jusqu'à une cachette, Dexter a préparé le terrain pour son rituel de meurtre emblématique. Fribo, attaché à une table d'abattage improvisée, commença à hyperventiler et à paniquer, probablement comme ses victimes. Non, dimanche, je me défonçais avec Chérie ou Carrie. Ou Carrie. Elle est à moitié une Fiat. Avec une brutalité précise, Dexter a mis fin à la vie de Fribo en le poignardant avec la même baïonnette qu'Oscar avait utilisée, achevant le meurtre. Avec une symétrie glaçante, Miguel Prado a pris Dexter en flagrant délit, mais l'a étonnamment remercié d'avoir vengé son frère. La mort de Prévost a cimenté l'alliance difficile de Dexter avec Miguel et a déclenché une série d'événements qui allaient profondément entrelacer leur destin. Nathan Martin était un prédateur abject, se cachant derrière le masque d'un photographe inoffensif. Et la 24e personne que Dexter tue dans la série. Un délinquant sexuel condamné. Sa fixation sur Aster, la belle-fille de Dexter, a révélé sa vraie nature. Leur première rencontre dans une épicerie a mis les instincts de Dexter en alerte maximale, le lançant sur la piste du sombre passé de Martin. Malgré le code d'Harry déconseillant le meurtre, la fureur de Dexter a éclaté lorsqu'il a surpris Martin en train de photographier Aster à la plage. Une confrontation dans un café n'a fait que renforcer la détermination de Dexter. Cette nuit-là, Dexter s'introduisit chez Martin et le trouva en train de reluquer des photos d'Aster. Il a étranglé Martin avec un garage. Personne ne fait de mal à mes enfants. Avant de se débarrasser du corps, Dexter a pris une brique de lait pour sa famille, reprenant sans transition son rôle de père. Bien que cela violât le code, Dexter ne ressentait aucune culpabilité, considérant la mort de Martin comme nécessaire pour protéger sa famille. Et je suis sûr qu'Harry l'aurait approuvé. La personne suivante que Dexter a tuée était Ethan Turner, un homme qui a assassiné 2 femmes pour s'assurer leur fortune. Le décès de sa première femme a été mis en scène comme une overdose d'analgésique, lui permettant d'échapper à la justice, tandis que le décès de sa seconde femme, lors d'une croisière dans les eaux internationales, l'a mis à l'abri des poursuites. Lorsque Miguel Prado a raconté les actes odieux de Turner, Dexter n'a pas pu ignorer l'appel à la justice. Pistant Turner jusqu'à un bateau de croisière en partance pour Bimini, Dexter a observé le prédateur dans son élément, se mêlant aux gens et s'attaquant aux femmes. Sous le couvert d'un compagnon de voyage, Dexter attendit son heure avant d'agir. S'étant introduit dans la cabine de Turner, il l'a maîtrisé avec une aiguille de Mech 99 et a improvisé un rituel d'exécution rapide. Sans un instant pour savourer sa victoire, Dexter a plongé un couteau dans la poitrine de Turner, le tuant sur le coup. Et me voici paradoxe personnifié. Prendre une vie, créer la vie. De retour sur le rivage, la disparition de Turner fut classée comme un mystère tragique. Mais Miguel Prado commença à reconstituer la vérité, soupçonnant le sombre secret de Dexter. Le meurtre marqua un tournant dans le partenariat entre Dexter et Miguel, ouvrant la voie à une alliance instable et finalement à un dangereux effondrement. La chute de Turner fut rapide, mais les répercussions persistèrent, approfondissant la complexité morale de Dexter et entraînant finalement un rapprochement avec Miguel. Clemson Galt, un néo-nazi violent et meurtrier, était une tâche sur la société que même les murs de la prison ne pouvaient contenir. Condamné pour vol à main armée, mais acquitté du meurtre de sa petite amie grâce à l'intimidation de témoins, Galt a continué à orchestrer des meurtres depuis sa cellule, y compris le massacre brutal de la famille d'un transfuge. Ces crimes l'ont placé en tête de liste des cibles de Dexter, faisant de lui un candidat idéal pour la justice tordue de ce dernier. Miguel Prado étant désireux de participer, Dexter a vu en Galt la cible parfaite pour décourager l'implication de Miguel en l'apaisant, puis en le condamnant pour qu'il cesse d'utiliser les relations juridiques de Miguel. Galt a été transféré dans un tribunal de Miami sous sécurité minimale, où Miguel l'a incité à s'échapper. Dexter, se faisant passer pour un allié, a intercepté Galt et l'a maîtrisé avec du M999, le transportant dans la maison même où Galt avait assassiné sa petite amie. Sur la table de la mort, Galt clamait son innocence. Mais Dexter avait déjà des preuves irréfutables et n'en tint aucun compte. Il a été réduit au silence par un couteau planté dans sa poitrine. Dexter voulait partager ce moment avec Miguel, mais il ne voulait pas partager le rituel. La mort de Galt a renforcé la fascination grandissante de Miguel pour les méthodes de Dexter, intensifiant leur dangereuse alliance. Et pour Dexter, le fait que Miguel l'ait aidé à organiser le meurtre lui a confirmé quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'après ce soir, je peux honnêtement dire que je sais qui est vraiment Miguel Prado. Mon premier bon ami. Si vous appréciez la vidéo jusqu'ici, alors pensez à vous abonner, ça aide vraiment. Camilla Fig était l'une des rares personnes dans la vie de Dexter à vraiment le connaître, enfant comme adulte.
Camilla, amie de longue date de la famille et responsable des archives à Miami Metro, a soutenu Dexter de manière subtile, l'aidant souvent à obtenir des dossiers sur des tueurs présumés. Cependant, son parcours avec Dexter a pris une tournure profondément personnelle lorsqu'elle a été diagnostiquée d'un cancer du poumon en phase terminale dans la 3e saison et qu'elle a souhaité mettre fin à ses souffrances. Alors que son état empirait, Camilla supplia Dexter de l'aider à échapper à la mort lente et atroce qu'elle endurait. Au début, Dexter a refusé, invoquant son code qui interdisait de tuer des innocents. Pourtant, sa douleur et son désespoir commencèrent à peser lourdement sur lui, surtout après qu'elle lui eut révélé sa connaissance de son passé, y compris la vérité sur son frère, Brian Moser. Camilla lui a assuré qu'il n'était pas comme Brian et qu'il méritait la paix. Dans un moment de profonde émotion, Dexter accéda à sa requête. Il lui a apporté une part d'authentique tarte au citron vert de Floride, imprégnée d'agents euthanasiants, et la lui a donnée bouchée par bouchée. Tu m'as enfin apporté la tarte parfaite. Sa mort, un rare acte de miséricorde, a profondément affecté Dexterity, soulignant la complexité de son humanité au milieu de ses sombres instincts. La personne suivante sur cette liste est Miguel Prado, l'une des figures les plus complexes et dangereuses que Dexter ait jamais rencontrées. Procureur adjoint charismatique, Miguel s'est d'abord lié d'une amitié improbable avec Dexter, attiré par leur désir commun de justice. Mais ce qui a commencé comme une relation basée sur une fausse confiance s'est rapidement transformé en un dangereux jeu de mensonges et de manipulation. La soif de pouvoir et de contrôle de Miguel l'a poussé à enfreindre le code strict de Dexter en assassinant une avocate de la défense innocente, Ellen Wolf. Cet acte de défiance a révélé la vraie nature de Miguel, un homme qui voyait le meurtre comme un outil pour son gain personnel plutôt qu'un moyen de justice. Lorsque Miguel a jeté son dévolu sur Maria Lagerta, complotant de la tuer pour couvrir ses traces, Dexter a réalisé le danger que Miguel représentait non seulement pour les autres, mais aussi pour sa vie soigneusement construite. Dexter a attiré Miguel dans un piège, l'a maîtrisé avec du M99 et l'a confronté. Comme avec toutes ses autres victimes. Cependant, cette fois, c'était effroyablement personnel. Je t'accepte. Je t'accepte, Dexter, comme un frère. J'ai tué mon frère. J'ai tué le tien aussi. Ligo et impuissant, Miguel tenta de manipuler Dexter avec des supplications désespérées. Mais Dexter a vu clair dans le mensonge. Alors que Dexter l'étranglait avec une garrotte, Miguel était catégorique, ce ne serait pas la fin. Mais pour Miguel, cela mettait fin à un chapitre dangereux de la vie de Dexter. Ce fut un autre meurtre émotionnel pour Dexter, car Miguel était l'une des premières personnes qu'il considérait comme un ami. Mais malgré cela, Dexter a choisi de le tuer, réaffirmant son engagement inébranlable envers le code. La personne suivante sur cette liste est George King, tristement célèbre sous le nom du Skinner, un tortionnaire impitoyable et tueur en série qui a terrorisé Miami avec ses méthodes macabres. King, un ancien interrogateur militaire, est devenu célèbre pour avoir écorché vif ses victimes afin d'obtenir des informations. Il a ensuite utilisé ces méthodes cruelles pour son propre plaisir malsain. Ces actes violents étaient déguisés en quête de respect, mais étaient en réalité motivés par sa nature sadique. Les chemins de King ont croisé ceux de Dexter lorsqu'il a commencé à traquer Fribo, un trafiquant de drogue qui, selon King, l'avait lésé. Après que Dexter a tué Fribo, King a intensifié ses recherches, laissant des victimes écorchées dans son sillage. Les choses ont dégénéré lorsque King, manipulé par Miguel Prado, s'est tourné vers Dexter, l'enlevant dans une tentative glaçante de le torturer et de le tuer. Lors de l'affrontement final dans un entrepôt abandonné, Dexter a révélé la vérité. Fribo était mort, et la chasse du roi n'était qu'un prétexte pour sa propre soif de sang. Dépouillé de tout contrôle, King a craqué. Mais Dexter a réussi à se libérer malgré une main fracturée. Leur combat brutal a culminé avec Dexter brisant le cou de King, mettant fin à son règne de terreur. À l'arrivée de la police, Dexter a maquillé la mort de King en suicide, préservant ainsi sa couverture. Personnellement, je pense que c'était l'une des scènes les plus ridicules de la série. Je veux dire, Dexter n'aurait jamais dû se sortir de cette situation, mais d'une manière ou d'une autre, il y est parvenu. Je suppose que c'est juste son armure scénaristique. La mort de King a clos un chapitre sanglant, et a également réaffirmé la maîtrise des ombres de Dexter, si cela a du sens. La personne suivante sur cette liste est Benito Benny Gomez de la 4e saison, un ancien boxeur déshonoré, dont les tendances violentes s'étendaient bien au-delà du ring. Connu pour avoir sauvagement battu ses victimes à mort, la brutalité de Benny a laissé derrière elle des corps défigurés et des vies brisées. Son acquittement au tribunal, dû à une erreur de Dexter avec les preuves causées par la fatigue, fut le catalyseur de son destin final. Le sens de la justice de Dexter s'est enflammé alors qu'il traquait Benny jusqu'à son sordide parc de caravane, pour finalement l'attirer dans une arène de boxe abandonnée depuis longtemps. Une fois que Dexter l'eut maîtrisé sur la table de découpe, Benny le reconnut, groggy, du tribunal. Je te connais. Le rituel de Dexter a été interrompu par un appel de Rita, exigeant que Dexter se précipite à la maison pour les médicaments d'Harrison. Sans cérémonie, Dexter a plongé la lame dans la poitrine de Benny, mettant fin à son règne de terreur. Ce meurtre était sans aucun doute l'un des plus étranges de la série, parce que ça montrait Dexter dans un état de désespoir pour satisfaire ses pulsions sombres. Observer le plaisir qu'il tirait de ce rituel était à la fois dérangeant et, d'une certaine manière, amusant. Après avoir tué Benny Gomez lors d'un rituel précipité, Dexter s'est empressé d'aller chercher les médicaments d'Harrison, faisant passer sa famille avant ses préoccupations habituelles.
Épuisé, il s'est endormi au volant et a eu un accident. Au réveil, désorienté et incapable de se souvenir où il avait caché les restes de Benny. Vulnérable et exposé, il revint sur ses pas, se rappelant finalement avoir caché le corps dans un sac de frappe. Soulagé, il s'en débarrassa en mer, réalisant à quel point son dévouement à sa famille mettait en péril sa vie secrète. L'assassinat de l'agente Zoé Kruger, une tueuse rusée et mortelle qui utilisait son insigne comme bouclier pour ses crimes les plus sombres, était l'une des meilleures intrigues secondaires. À mon avis personnel. Après avoir mis en scène un cambriolage pour masquer les meurtres de son mari et de sa jeune fille, Zoé a retrouvé son rôle de policière intègre et respectée. Mais son histoire, si soigneusement construite, n'a pas résisté à l'examen. Dexter a rencontré Zoé pour la première fois lors d'une analyse suspecte d'éclaboussure de sang qui laissait entendre son implication. Son enquête s'est approfondie à mesure qu'il découvrait des preuves accablantes. Un fragment de son gant en nitrile caché dans son évier. Zoé, devinant les intentions de Dexter, tenta de l'intimider, allant même jusqu'à le menacer avec son arme. Cependant, cela ne fit que confirmer ce que Dexter savait déjà. Zoé était une prédatrice cachée derrière son uniforme. Leur confrontation finale survint après que Zoé ait pénétré chez Dexter, prête à éliminer la seule personne qu'elle ne pouvait contrôler. Mais Dexter avait anticipé chacun de ses mouvements. Après l'avoir maîtrisé, il énuméra ses crimes dans la chambre de sa fille, un écho glaçant de ses propres actes. Zoé a tenté de justifier ses actes, affirmant que la vie de famille l'étouffait. Mais Dexter la voyait telle qu'elle était. Un monstre incapable de remords. Tu es si bon ou si mort, tu vas me violer et me tuer. Quel est votre problème avec le viol? Personne ne viole personne. Tuer, en revanche. D'un coup rapide, Dexter mit fin à la vie de Zoé, récupérant son trophée et réaffirmant son engagement à protéger sa propre famille, quel qu'en soit le prix. La mort de Zoé Kruger a rappelé à Dexter le mal que des gens peuvent cacher derrière une vie normale, renforçant son engagement à protéger sa famille et consolidant sa conviction de la nécessité de son code sombre. Le nom suivant sur cette liste est Jonathan Ferro, un photographe controversé dont le penchant pour les images grotesques et exploitantes lui a valu plus d'ennemis que d'admirateurs. L'œuvre de Ferrell oscillait souvent entre l'art et l'abus. Et lorsque le bras sectionné de l'un de ses modèles refit surface, il devint le principal suspect de son meurtre. Dexter, dérangé par l'attitude de Ferrell pendant l'interrogatoire, décida de détourner son attention d'Arthur Mitchell pour s'occuper de ce soi-disant artiste. Le studio de Ferrell est devenu le terrain de chasse de Dexter. Armé de preuves de sang et d'un ongle incrusté dans le mur, Dexter était certain de la culpabilité de Ferrell. Après l'avoir enlevé de chez lui, Dexter l'a affronté dans son propre studio, attaché à un panneau sous des lumières aveuglantes. Vero a plaidé son innocence, affirmant que son imagerie dérangeante n'était que de l'art. Quoi? Je n'ai jamais tué personne. Vous avez tué Estrella Carasso. Qui sait combien d'autres ne l'ont pas buté, hein? Mais ces paroles tombèrent dans l'oreille d'un sourd, et Dexter rendit justice à coups de couperet, décapitant l'homme et jetant ses restes dans le Gulf Stream. Les conséquences immédiates semblaient routinières jusqu'au lendemain, quand Dexter apprit que l'assistant de Ferro était le véritable tueur. Cette révélation a bouleversé le monde méticuleusement ordonné de Dexter. Il avait tué un homme innocent. Un moment qui l'a ébranlé au plus profond de son être et l'a forcé à confronter la faillibilité de son code moral. La 33e personne tuée par Dexter était Stan Baudry, un chauffeur routier au long cours au passé violent. Baudre avait échappé à la justice après avoir assassiné une prostituée, son affaire ayant été classée en raison de preuves contaminées. Lorsque Dexter eut besoin d'un bouc émissaire pour les meurtres du tueur de la Trinité, les tendances violentes et le mode de vie nomade de Baudry firent de lui la cible parfaite. Dexter a localisé Baudry grâce à une radio CB, le retrouvant dans une aire de repos sur l'Inac. Se faisant passer pour Lil Chopper, Dexter a rapidement localisé sa proie. Il a suivi Baudry jusqu'à son camion, où il l'a maîtrisé avec une garrotte, et a préparé une salle de torture improvisée dans la remorque. Enragé et provocateur jusqu'au bout, Baudry lança des menaces à Dexter. Mais encore une fois, Dexter ne voulait vraiment rien entendre. Avec précision, Dexter a utilisé une scie alternative pour mettre fin à la vie de Baudry. Ses restes ont été démembrés et éliminés selon la méthode méticuleuse habituelle de Dexter. Dexter a ensuite dissimulé des preuves liant Baudry à Trinity, notamment l'ADN et des effets personnels d'Arthur Mitchell. Lorsque la police a découvert les fausses pistes, Baudry a été désigné comme le principal suspect dans l'affaire Trinity. Pour Dexter, le coup monté fut un succès temporaire, mais il ne fit qu'intensifier la tension dans son jeu mortel avec Arthur Mitchell, menant à leur affrontement fatidique. Ce qui m'amène à ce qui est sans doute le plus grand meurtre de Dexter. Arthur Mitchell. Arthur Mitchell, connu sous le nom du tueur de la Trinité, était l'adversaire le plus complexe et le plus redoutable de Dexter. Un monstre se cachant derrière le masque d'un père de famille de banlieue et d'un bénévole dévoué de la communauté. Pendant plus de 30 ans, Arthur a échappé à la justice, utilisant ses rituels méticuleux et sa fausse piété pour dissimuler ses cycles de meurtres macabres. Dexter, attiré par le défi de démanteler un tueur qui reflétait sa propre double vie, a infiltré le monde d'Arthur sous l'alias de Kyle Butler, cherchant initialement à apprendre de la capacité d'Arthur à maintenir une famille tout en satisfaisant ses sombres pulsions. Plus Dexter se rapprochait, plus il réalisait que la façade d'Arthur se fissurait, révélant un homme contrôlant et violent qui terrorisait sa famille.
Leur jeu mortel a culminé dans une confrontation tendue. Après avoir appris qu'Arthur avait découvert sa véritable identité et ciblé sa famille, Dexter l'a traqué. En examinant le garage d'Arthur, Dexter se souvient de la Mustang endommagée et vérifie à nouveau le portefeuille d'Arthur. À l'intérieur, il trouve une facture de réparation d'un carrossier local, ce qui le mène à l'endroit où la voiture est en réparation. Plus tard, Arthur récupère sa Mustang, convaincu d'échapper à la justice. À son insu, Dexter avait trafiqué la voiture, retirant le bouchon d'huile. Alors que le véhicule tombe en panne sur la route, le sentiment de contrôle d'Arthur s'effondre. Saisissant l'occasion, Dexter lui tend une embuscade et le transporte à l'abri anti-atomique, préparant le terrain pour leur confrontation finale. L'affrontement final se déroule. Avec une précision glaçante, Dexter a capturé Arthur, l'a attaché à sa table de découpe et l'a entouré de rappels de ses victimes. Arthur, toujours provocateur, a rejeté ces atrocités comme faisant partie des plans de Dieu, même si Dexter a transpercé ses illusions avec une froide et méthodique détermination. Tu ne peux pas contrôler le démon en toi, pas plus que je ne pouvais contrôler le mien. Le dernier coup de marteau a mis fin au règne de terreur de Trinity, mais il a aussi marqué l'heure la plus sombre de Dexter. Après avoir tué Arthur Mitchell, Dexter est rentré chez lui et a découvert une scène d'horreur inimaginable. Rita gisant sans vie dans la baignoire, son sang débordant sur les bords. Les pleurs de son nourrisson. Harrison le conduisit à la salle de bain, où il trouva le garçon assis dans une mare de sang. Un écho obsédant du propre traumatisme d'enfance de Dexter. Le dernier acte de vengeance d'Arthur anéantit tout sentiment de victoire, laissant Dexter accablé par la culpabilité et le chagrin. À cet instant, Dexter fut contraint d'affronter le coup dévastateur de sa sombre double vie et les dommages irréversibles qu'elle avait causés, prouvant que même lui ne pouvait protéger ses proches du chaos qu'il gérait si méticuleusement. À mi-parcours, l'un des meurtres les plus choquants de la série fut celui de Rankin par Dexter, un moyen pour lui de faire face au traumatisme dévastateur de la mort de Rita. Normalement, Dexter s'appuyait sur le code d'Harry pour canaliser ses pulsions violentes en actions soigneusement planifiées. Mais à la suite de la mort de Rita, ses émotions ont explosé, le laissant sans repère et imprévisible. Cette éruption a atteint son paroxysme dans un magasin d'appât délabré, où Dexter a rencontré Rankin, un homme bruyant et agressif qui a involontairement provoqué la mauvaise personne. Lorsque Rankin l'a provoqué et est entré dans les toilettes, Dexter, aveuglé par la rage, l'a suivi. Ma femme est morte et c'était de ma faute. Eh bien, je suis vraiment désolé pour ta putain de perte, mais ta femme morte peut me sucer la bite. Sans la moindre réflexion ni préparation, Dexter a brutalement tué Rankin avec un grappin. Un acte de violence pure et imprévu qui a contourné tous les principes de son code. Ce meurtre impulsif a révélé la profondeur de la tourmente émotionnelle de Dexter. Pour la première fois, il tua sans justification ni contrôle, poussé uniquement par la douleur et la colère. Même s'il n'avait soi-disant aucune émotion. Cela m'a un peu amusé. Rankin n'avait absolument aucune raison d'être aussi horrible, même si Rankin était techniquement innocent. Je suis presque sûr que nous étions censés avoir pitié de Dexter ici et n'avoir aucune sympathie pour Rankin. Qu'en pensez-vous? L'un des meurtres les plus marquants de la série fut celui de Boyd Fowler par Dexter, marquant le début de sa sombre traque du gang des fiches du baril. Officier de ramassage d'animaux morts le jour et meurtrier impitoyable la nuit, Boyd était chargé de se débarrasser des victimes du gang. À l'aide de barils, de formaldéhyde et de câbles électriques, il a mis fin aux vies de femmes qui avaient déjà enduré des souffrances indicibles. Dexter a croisé la route de Boyd pour la première fois en enquêtant sur une traînée de sang dans un camion en mouvement, ce qui l'a mené au dépotoir marécageux de Boyd, où des barils contenant des restes humains étaient immergés. Dexter a attiré Boyd dans un piège sous couvert d'intérêt professionnel, lui injectant du M99 pour le maîtriser. Après une brève lutte, où Boyd a réussi à tranquilliser Dexter, les deux se sont retrouvés à l'hôpital. Boyd, toujours plein de ressources, s'est échappé le premier, pour tomber dans la salle de torture improvisée à la hâte par Dexter, chez lui. Attaché à sa table de salle à manger, Boyd affirmait épargner plus de souffrance à ses victimes. Une justification, le silence de Dexter, une lame sur le cœur. Je lui ai rendu service. Ils souffraient tous et j'ai mis... Les délivrer de leur souffrance. Vous me rendrez un dernier service ce soir. Ce meurtre en soi était routinier pour Dexterity, mais les conséquences l'étaient tout sauf. La dernière victime de Boyd, Lumen Pierce, a été témoin du meurtre, menant à un partenariat inattendu et à une rare connexion romantique dans la vie de Dexter, ce qui est directement lié aux deux prochains meurtres. La mort de Lance Robinson et Dan Mandel s'est déroulée lors d'une des nuits les plus chaotiques et improvisées de Dexter, mêlant ses méthodes rituelles à une imprévisibilité humaine brute. Tout a commencé avec Lance, un tueur qui attirait les hommes au soc sexuel pour des rencontres sexuelles, seulement pour les assassiner. Dexter, sous l'alias de 10 Inches of Pure Steel, a organisé une rencontre et préparé un camping-car comme salle de torture. Après avoir neutralisé Lance avec du M99 et l'avoir enveloppé dans du plastique, Dexter a été interrompu par un appel désespéré de Lumen Pierce, qui venait de tirer sur l'un de ses violeurs et avait besoin de son aide. Dexter se précipita vers un entrepôt voisin, où ils découvrirent Dan Mindell, un dentiste pour enfants, gravement blessé, mais jouant le rôle d'un père de famille innocent. Alors que Dexter le maîtrisait et l'interrogeait, la détermination de Lumen vacilla, incertaine de la culpabilité réelle de Dan. Cependant, l'arrogance de Dan l'a vite trahi.
Pendant ce temps, le MM999 se dissipa et Lance s'échappa de la voiture de Dexter, toujours enveloppé dans du plastique. Une course effrénée s'ensuivit, Dexter le rattrapant juste avant qu'il ne tombe sur Debra et son équipe en train d'étrangler Lance avec du film plastique. Dexter a traîné son corps jusqu'à l'entrepôt et a mis en scène la scène pour faire croire à un meurtre-suicide, se protégeant ainsi que l'humaine. Quand la police est arrivée, il a dû convaincre ses collègues qu'il avait simplement été le premier à découvrir la scène de crime. Si vous trouvez que l'armure scénaristique de Dexter était parfois excessive, alors abonnez-vous. Cette série chaotique d'événements a renforcé le lien entre Dexter et l'humaine, alors qu'il partageait le fardeau de faire face à son traumatisme. Cependant, cela a également mis en évidence la pression croissante exercée sur la double vie de Dexter, les risques de ses actions menaçant de défaire ses relations et son sentiment de contrôle. Alors que la chasse au gang de la Barrel Girl se poursuivait dans la saison 5, le meurtre de Cole Harmon a marqué un tournant majeur dans la série. Cole, un marine renvoyé de façon déshonorante, était le chef de la sécurité de Jordan Chase, un homme charismatique mais sinistre. Son rôle allait bien au-delà de ses fonctions professionnelles, car il est devenu un participant sadique aux crimes horribles du gang. Connu pour ses tendances violentes et sa loyauté inébranlable envers Jordan, Cole infligeait des souffrances inimaginables à ses victimes, laissant des cicatrices physiques et émotionnelles. Pour Dexter, éliminer Cole n'était pas seulement nécessaire mais aussi profondément personnel, étant donné son lien avec le tourment de Lumen Pierce. La confrontation a atteint son paroxysme dans la chambre d'hôtel de Miami, où Cole a reconnu Lumen et a tenté de la faire taire pour de bon en l'étranglant lors d'une attaque vicieuse. Dexter est revenu du discours de Jordan juste à temps, maîtrisant Cold avec une prise d'étranglement. Attaché à une table d'abattage, le froid refusa de coopérer, n'offrant que des moqueries alors que Dexter exigeait les noms de ses complices, lui donnant ceux de personnages de Disney. Qu'a-t-il dit ? Que fait Yugi? Lumen regarda avec une détermination tranquille. Dexter plantait le couteau dans le cœur de Cole, mettant fin à son règne de terreur. Dexter a tendu à Lumen la lame de sang de Cole comme un geste d'autonomisation. Cet acte a marqué l'approfondissement de leur partenariat, Lumen trouvant enfin justice pour ses souffrances. Pendant ce temps, les meurtres de Dexter ont renforcé sa détermination à démanteler le gang, préparant le terrain pour l'affrontement final avec Jordan Chase, que Lumen a finalement tué. Ceci conclut le chapitre de la dynamique complexe entre Dexter et Lumen. Et je tiens à dire que Lumen était un personnage exceptionnel et une actrice exceptionnelle. J'espère qu'au moins certains d'entre vous seront d'accord avec moi. La personne suivante que Dexter croisa fut Stan Liddy, un ancien officier des stupes corrompus qui fouilla trop loin dans les secrets de Dexter et en paya le prix ultime. Liddy, un policier déchu, désespéré de retrouver son statut, a été engagé par Joey Quinn pour enquêter sur Dexter. Ce qui a commencé comme une simple question s'est rapidement transformé en une obsession pour Liddy, qui a utilisé du matériel de surveillance illégal pour espionner Dexter et Lumen. Sa détermination a porté ses fruits lorsqu'il a filmé des images incriminantes. Mais son arrogance a scellé son destin. Liddy pensait pouvoir utiliser ses preuves pour faire chanter Dexter et lui soutirer des aveux, espérant que cela lui permettrait de réintégrer les forces de police. La confrontation a atteint son paroxysme lorsque Liddy a neutralisé Dexter avec un taser et l'a enlevé, l'emmenant dans une camionnette isolée sur les quais. Dexter maîtrisé, Liddy le narguois, lui présentant des images de surveillance et exigeant des aveux complets. Et je n'en ai rien à foutre de toi non plus. Je veux juste retrouver mon putain de boulot et ma place dans la police. Dans la police, si je fais venir quelqu'un comme vous, je passe à la télé et dans les journaux. Tout le monde pense que je suis un putain de héros. Tout le monde m'aime. Cependant, sous-estimer Dexter s'est avéré fatal. Bien que ligoté, Dexter réussit à donner un coup de pied à Liddy et à lui arracher le couteau des mains, le plantant dans la poitrine du flic corrompu. Les derniers instants de Liddy furent remplis de terreur lorsqu'il réalisa que l'homme qui l'avait poursuivi était bien plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Dexter a détruit les preuves et a laissé le corps de Liddy derrière lui, échappant de justesse aux soupçons. La disparition de Liddy fut un rappel brutal des conséquences de la sous-estimation de Dexter Morgan. Et ceux d'entre vous qui ont regardé mes autres vidéos savent pourquoi c'est si important. Les deux victimes suivantes sur la liste de Dexter étaient Ben et Roger, des ambulanciers corrompus qui exploitaient leur position pour prélever des organes sur des patients qu'ils laissaient intentionnellement mourir. Dexter a commis un double meurtre pour mettre fin à leur horrible plan. Se faisant passer pour un blessé, Dexter a attiré le duo dans un endroit isolé. Quand ils sont arrivés, prêts à exploiter ce qu'ils pensaient être une autre victime, Dexter a tendu son piège. Utilisant son M999 fétiche, il les maîtrisa rapidement et les traîna dans l'ambulance qu'ils avaient détournée pour leur sinistre opération. Réveillés, maîtrisés et confrontés aux accusations de Dexter, les deux hommes ont tenté de nier leur crime. Dexter, impassible, retourna leur propre équipement contre eux, arrêtant leur cœur avec le défibrillateur qu'ils avaient utilisé pour sceller le destin d'autres. La mort du duo a rendu justice à leurs victimes et a mis en lumière la mission inébranlable de Dexter de cibler ceux qui s'en prenaient aux plus vulnérables. C'était aussi une assez bonne introduction à la 6e saison. Une mort vraiment intéressante de la série fut celle de Joe Walker, un ancien quarterback de lycée dont l'arrogance et les tendances violentes avaient façonné un passé troublant. Joe avait autrefois été marié à Janet Walker, une femme au grand cœur et une connaissance de lycée de Dexter. Lorsque Janet a été retrouvée morte 3 ans avant leur retrouvaille, l'affaire a été classée comme un suicide. Mais Dexter, toujours sceptique, a soupçonné un acte criminel.
Des années plus tard, leurs retrouvailles de lycée ont offert à Dexter l'occasion parfaite d'affronter Joe. Au milieu de la nostalgie et des bavardages, l'attitude méprisante de Joe et son manque de remords pour la mort de Janet ont fait bouillir le sang de Dexter. Dexter a méticuleusement recueilli des preuves confirmant que Joe avait assassiné Janet pour éviter un divorce coûteux, consolidant ainsi sa place sur la table de Dexter. Dans une confrontation tendue à l'abri du jardinier, Dexter a maîtrisé Joe, le rendant inconscient. Quand Joe se réveilla attaché à la table d'exécution, Dexter révéla ses péchés, y compris ses justifications superficielles pour le meurtre de Janet. Ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Et ils ne sont qu'humains, mais Dieu nous pardonne. Malgré les proclamations de foi désespérées de Joe, Dexter le jugea irrécupérable et lui infligea une fin rapide et brutale, le matraquant avec un marteau de forgeron avant de compléter son rituel d'un coup de couteau au cœur. La disparition de Joe n'a guère fait de vagues, mais sa mort a marqué un moment profond pour Dexter alors qu'il était aux prises avec les questions de moralité, de foi et de justice. L'exécution de Joe le plonge un peu plus dans les ténèbres, brouillant davantage la frontière entre la justice et la vengeance. Également Trisha Billings. Le prochain sur la liste de Dexter était Julio Benez, un chef de gang violent connu pour faire disparaître les gens. En tant que chef du gang des locaux, Julio semait la peur et le chaos à Miami. Il a attiré l'attention de Dexter après avoir menacé Frère Sam, un ancien détenu repenti avec qui Dexter s'était lié d'amitié. La rencontre de Julio avec Frère Sam au magasin a rapidement dégénéré, Dexter intervenant pour neutraliser l'un des hommes de Julio. Sentant que Dexter était une autorité policière, Julio recula, mais laissa un rappel glaçant de son pouvoir en faisant référence à la disparition d'Hector Nunez, un barbier local qui avait osé le défier. Cet aveu a suffi à Dexter pour creuser davantage, confirmant la culpabilité de Julio et scellant son destin. Faisant écho au propre crime de Julio, Dexter l'a attiré dans le salon de coiffure d'Hector, transformé en salle de torture, et l'a maîtrisé. Piégé et maîtrisé, Hector, Julio proféra des menaces, avertissant que son gang le vengerait. Dexter le fit taire avec une précision chirurgicale, lui tranchant la gorge. La mort de Julio a eu des répercussions dans le jeu des locaux, déstabilisant leur emprise sur la communauté. Pour Dexter, c'était une nouvelle étape dans sa quête tordue de justice. Une fin de conte de fées pour personne. L'un des moments les plus fous de la série a été la rencontre de Dexter avec Walter Kinney, le tueur de la petite souris. Walter, autrefois un tueur en série terrifiant, qui assassinait brutalement des prostituées et conservait leurs incisives latérales comme trophée, était devenu un vieil homme frêle et aigri vivant dans une maison de retraite à Miami. Il refait surface avec un meurtre bâclé près de sa maison de retraite à Miami, ce qui a rendu Dexter méfiant envers Walter et l'a poussé à le traquer. Au début, Walter ignorait les véritables intentions de Dexter. Dexter se lia d'amitié avec lui sous le couvert de la curiosité et de la gentillesse, l'accompagnant dans ses courses et jouant même au golf ensemble. Cependant, alors que Dexter reconstituait l'identité de Walter, aboutissant à la découverte de trophées dentaires de boxe dans un entrepôt, Walter devint méfiant. Comprenant que Dexter travaillait pour la criminelle de Miami Metro, Walter l'a confronté, sortant une arme et exigeant des réponses. La situation s'est inversée quand Dexter a craché la voiture, maîtrisé Walter et l'a attaché dans son propre fauteuil. Walter, désormais conscient du côté sombre de Dexter, se moqua de lui, prédisant qu'il connaîtrait le même sort misérable. Tout ce qui m'importait, c'était de tuer, et je n'y arrive même plus. C'est ce qu'il faut chercher. Transférer à... C'est votre avenir, et il inclut des couches pour adultes. Vous ne l'êtes pas. Dexter a rejeté son avenir, choisissant d'étouffer Walter avec un oreiller, effaçant l'héritage du tueur et assurant à Walter une mort sans histoire. La mort de Walter a servi de sombre rappel du futur potentiel de Dexter, le forçant à affronter le vide d'une vie uniquement définie par le meurtre. Le nom suivant sur cette liste est Nick, un ancien détenu perturbé dont la décision fatale de trahir son frère Sam a scellé son destin avec Dexter. Les chemins de Nick ont croisé ceux de Dexter lorsque frère Sam, un ancien criminel repenti et guide spirituel, a pris Nick sous son aile, lui offrant un emploi et une chance de changer de vie. Malgré le soutien indéfectible de Sam, les liens de Nick avec le jeu des locaux et sa propre faiblesse l'ont finalement ramené dans l'obscurité. Lorsque son frère Sam a été abattu dans son garage, Dexter a d'abord soupçonné les locaux. Cependant, les preuves désignaient plutôt Nick, dont l'implication est devenue indéniable. Confrontant Nick sur la plage même où il avait été baptisé, Dexter était aux prises avec le poids moral d'honorer la dernière volonté de Sam. Pardon. Pendant un instant, cela sembla possible. Mais l'arrogance de Nick et sa joie perverse de la trahison, se moquant de la foi et du sacrifice de Sam, firent voir rouge à Dexter. Ils n'ont aucune preuve. Personne ne peut rien faire. Submergé par la rage, Dexter a plaqué Nick dans les eaux de la baie de Biscayne, le noyant. Une fois de plus, Dexter laissa ses émotions prendre le dessus, abandonnant son rituel de meurtre habituel et cédant à ses instincts les plus sombres. Ceci était symbolisé par la vision de son frère, Brian Moser, applaudissant en signe d'approbation. J'étais en fait assez bouleversé quand Sam est mort. Je veux dire, j'ai eu l'impression qu'il était le premier véritable ami de Dexter. Cette mort marqua un tournant pour Dexter, un rappel brutal de la distance qu'il avait prise par rapport à la lumière que Sam l'avait exhorté à embrasser, laissant derrière elle un vide qui le hantrait longtemps.
Le nom suivant sur la liste de Dexter était Norm, un propriétaire de motel louche qui est devenu la cible de la colère de Dexter, marquant un départ inhabituel de son code. Norm opérait depuis le motel Shady Lane dans le Nebraska, où Dexter a séjourné lors de son road trip pour tenter de retrouver Jonah. Au début, Norm est apparu comme un personnage curieux mais inoffensif, mais son avidité a vite révélé un côté plus dangereux. La première rencontre de Dexter avec Norm a eu lieu à cause d'un pneu crevé. Mais la situation a dégénéré lorsque Norm a volé les outils de Dexter, y compris ses couteaux. Lorsqu'il a été confronté, Norm a exigé 10 000 $ pour la restitution des objets volés. Ignorant de l'identité de Dexter, la rencontre a viré au drame lorsque Norm a braqué sur lui une arme volée et déchargée. Profitant de l'occasion, Dexter empala Norm avec une fourche, complètement dévoré par ses sombres pulsions et l'influence imaginaire de Brian Moser. Incapable d'accéder à l'océan pour se débarrasser du corps, Dexter a improvisé en jetant Norm dans un silo vert à proximité, regardant le corps disparaître sous le maïs. La mort de Norm symbolisait la rupture temporaire de Dexter avec son code, un rappel effrayant de la façon dont il pouvait devenir incontrôlable et dangereux sans structure ni boussole morale dans sa vie. Steve Dorsey, l'un des méchants les plus agaçants et imprévisibles de la série, était un fervent disciple du tueur de l'Apocalypse. Steve, aux côtés de son épouse, tout aussi dévouée Beth, s'est retrouvé impliqué dans les sombres projets de Travis à travers son blog apocalyptique, Le début de la fin. Sa foi aveugle et sa volonté de tuer ont fait de lui un complice dangereux, ce qui a entraîné le meurtre de Holly Benson sur un yacht. Le dévouement de Steve a atteint son paroxysme lorsque Travis lui a confié, ainsi qu'à Beth, la tâche de prouver leur engagement en participant au meurtre macabre de Holly. Bien qu'hésitant au début, Steve a finalement participé, poignardant Holly après que Travis lui ait tranché la gorge. Laissé seul sur le yacht pour nettoyer, Steve enfila une combinaison de protection pour préparer la prochaine étape du plan tordu de Travis. C'est ici que Dexter, prenant Steve pour Travis, l'a affronté. Dans la lutte tendue et chaotique qui a suivi, Dexter a poignardé Steve à la poitrine, réalisant trop tard qu'il s'était trompé de personne. Dans son dernier souffle, Steve a prévenu que le plan était déjà en marche. Vous arrivez trop tard. L'absinthe est inarrêtable. Frustré par l'erreur, Dexter découvrit les produits chimiques du gaz mortel, ce qui le poussa à alerter anonymement les autorités à propos du yacht. La mort de Steve a mis en lumière l'influence considérable des délires de Travis et le désespoir croissant de Dexter pour les arrêter, rendant la lutte contre le tueur du jugement dernier plus nette. Beth Dorsey, également une adepte délirante de Travis Marshall, fut la personne suivante que Dexter tua, mais cette fois à titre professionnel. Aux côtés de son mari Steve, Beth avait épousé les visions apocalyptiques de Travis, devenant un pion essentiel dans son plan pour déclencher l'attaque empoisonnée de Wormwood contre la brigade criminelle de Miami Metro. Le chemin de Beth vers la destruction a commencé lorsque Travis lui a demandé de transporter la bonbonne de gaz mortel, dissimulée dans un sac à dos, jusqu'au poste de police. Avec la carte d'accès volée d'Angel Bautista, elle a contourné la sécurité et a attendu nerveusement de rencontrer le lieutenant Deborah Morgan, tout en s'accrochant à la conviction qu'elle accomplissait une mission divine. Cependant, Dexter, ayant fait le lien entre Beth et Steve, l'a reconnue comme une menace au moment même où elle s'apprêtait à faire détonner l'appareil. En une fraction de seconde, Dexter a poussé Beth dans la salle d'interrogatoire, claquant la porte pour confiner le gaz piégé à l'intérieur. Beth a succombé à sa propre arme. Alors que les fumées toxiques l'envahissaient, Dexter a tenu la porte, s'assurant que le gaz mortel ne se propageait pas tout en ordonnant une évacuation. La mort de Bev a marqué l'échec du plan de Travis Wormwood et a mis en lumière la vivacité d'esprit de Dexter sous une pression immense. Le fait que Bev ait failli causer des dommages catastrophiques à Miami Metro a vraiment montré à quel point Travis Marshall était un bon méchant. Presque toutes les personnes que Dexter a tuées dans la saison 6 l'ont été à cause de Travis, d'une manière ou d'une autre. Et nous le voyons encore avec Alberto, un passeur cubain qui a exploité la détresse de ceux qu'il transportait. Alberto a semblé être un sauveur, lorsque son petit cargo a repêché Dexter de l'océan après que Travis l'y a laissé. Cependant, ses véritables intentions ont rapidement fait surface lorsque le capitaine autoproclamé du navire, Alberto, s'est retourné contre les migrants qu'il transportait, brandissant une arme et exigeant des objets de valeur des passagers effrayés, y compris une femme enceinte. La tension est montée quand Alberto a menacé la femme avec son arme, poussant Dexterity à agir de manière décisive. Sans le temps de la contemplation morale ou de sa planification méticuleuse habituelle, Dexter saisit une gaffe et la planta dans l'estomac d'Alberto, sa colère et son instinct de justice primant sur son code. D'un geste rapide, il jeta le corps sans vie d'Alberto à la mer, restaurant un fragile sentiment de sécurité parmi les passagers. Dexter a pris le contrôle du navire, le guidant vers la côte de Miami, où les passagers reconnaissants se sont précipités vers la liberté. Bien que la mort d'Alberto n'ait pas eu la préparation caractéristique de Dexter, elle a révélé sa capacité d'improvisation face à un danger immédiat. Et cela a également préparé le terrain pour le meurtre final de la saison 6. L'affrontement final de Dexter avec Travis Marshall, le tueur de l'Apocalypse, fut une folie absolue. Travis avait commis des meurtres brutaux inspirés du livre de l'Apocalypse. Son plan ultime, appelé l'agneau, était de sacrifier Harrison, le fils de Dexter, dans le cadre de sa vision tordue de l'Apocalypse. Le point culminant s'est déroulé au sommet du bâtiment de transport de Miami lors d'une éclipse solaire. Travis, tenant Harrison, était sur le point de le tuer avec une épée de cérémonie.
Dexter est arrivé juste à temps, feignant de se rendre en s'injectant un tranquillisant pour gagner la confiance de Travis. Travis ne s'était pas rendu compte qu'il n'y avait rien dans la seringue. Au bon moment, Dexter a riposté, sauvant Harrison et capturant Travis. Dexter emmena Travis à l'église abandonnée où le tueur avait commis bon nombre de ses crimes. Là, il a confronté Travis au sujet de l'utilisation de sa foi pour justifier ses actes maléfiques. J'ai connu des croyants qui n'auraient jamais utilisé leur foi comme excuse facile pour tuer. Tuer 10 personnes? Finalement, Dexter a mis fin à ses jours d'un seul coup de couteau. Mais cette victoire a eu un prix. La sœur de Dexter, Deborah, est entrée au moment où il tuait Travis. Le moment que tout le monde attendait depuis le début du spectacle. Ce moment choquant a brisé le secret du côté obscur de Dexter et a changé leur relation à jamais, forçant Deborah à faire face à l'horrible vérité sur son frère. Cela a créé un fossé de méfiance et de peur, laissant leur lien autrefois étroit ne tenir qu'à un fil. Maintenant, abonnez-vous si vous pensez que la saison 6 était une saison sous-estimée. Victor Baskov, un membre haut placé de la confrérie Koshka, s'est retrouvé mêlé à l'univers de Dexter après un incident violent qui a coûté la vie à un détective de Miami. L'imprudence de Victor était évidente lorsqu'il a assassiné le détective Mike Anderson pour couvrir le meurtre d'une stripteaseuse qu'il avait battue à mort. Cet acte impulsif a déclenché une enquête policière qui a menacé les opérations de la fraternité et a placé Victor directement dans le collimateur de Dexter. Dexter, mu par le besoin de justice et de vengeance pour son collègue, a traqué Victor jusqu'à l'aéroport international de Miami, où il prévoyait de fuir le pays. Alors que Victor s'apprêtait à embarquer, Dexter l'a coincé dans des toilettes, le sédatant d'une injection précise de MK. Avec une précision clinique, Dexter a poussé Victor, inconscient, dans une consigne à bagages, la transformant en un site de meurtre improvisé. Attaché à une table, Victor tenta de négocier sa vie, offrant argent et pouvoir. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous empêcher de me tuer? Non. Alors, finissons-en. En mouvement. Dexter lui a expliqué la gravité de ses crimes avant de le matraquer à mort avec un extincteur. Le corps de Victor a été jeté dans l'océan, de sorte qu'il n'en reste aucune trace. Les actions de Victor ont eu un impact majeur sur le Miami Metro, intensifiant l'enquête sur le meurtre de Mike Anderson. Sa mort a déclenché une série d'événements qui ont fait entrer Isaac Serco dans l'équation, son amant, et l'un des personnages les plus sous-estimés de la série. La personne suivante que Dexter a tuée était Ray Speltzer, tristement célèbre sous le nom du tueur Minotaur et, à mon avis, l'un des meilleurs méchants secondaires de la série. Les rituels sadiques de Speltzer consistaient à traquer des femmes dans un labyrinthe qu'il avait lui-même construit, coiffé d'un casque à cornes. Un hommage grotesque à sa fixation traumatique sur sa mère. Dexter a identifié Speltzer comme une menace pour la première fois en essayant de prouver à Deborah la nécessité de ses actes sombres. Lorsque le système judiciaire n'a pas réussi à condamner Speltzer, Dexter a pris les choses en main, ce qui a mené à l'une de ses rencontres les plus proches avec la mort. La première tentative de Dexter pour tuer Speltzer s'est terminée de façon désastreuse. Alors qu'il installait une salle de meurtre dans le camping-car de Speltzer, Dexter a été pris en embuscade et maîtrisé. Il s'est réveillé piégé dans le labyrinthe de l'entrepôt de Speltzer, conçu pour désorienter et terrifier. Speltzer, armé d'une hache et coiffé d'un casque à cornes, chassait Dexter à travers des couloirs sombres et des pièces remplies de mannequins éclairés par des stroboscopes. Contraint de fuir, Dexter s'échappa de justesse en escaladant des toits et en sautant sur un camion en marche. Ébranlé mais déterminé, Dexter a ensuite attiré Speltzer dans un cimetière, l'a neutralisé avec une pelle et l'a emmené à un crématorium. Là, il a prononcé un monologue cinglant avant d'enfoncer un pieu dans le cœur de Speltzer et d'incinérer son corps, ainsi que sa deuxième boîte de lames de sang, marquant un tournant dans les méthodes de Dexter. La mort de Speltzer a également accentué la tension entre Dexter et Deborah. Bien que soulagé que Speltzer ait été arrêté, cela la força à confronter ses propres limites morales, altérant à jamais sa relation avec son frère. Dans la toile complexe de la confrérie Koshka, Dexter a croisé le chemin d'un tueur à gages envoyé par George Novikov pour éliminer Isaac Serco. Cette rencontre a ajouté une couche de danger supplémentaire à la relation déjà tendue de Dexter avec la confrérie. Isaac ayant précédemment tenté de le tuer, Dexter a été contraint de passer à l'offensive pour se protéger. Cherchant à neutraliser Isaac, Dexter a fait irruption dans l'appartement de Victor Baskov, où Isaac s'était réfugié, prévoyant de simuler la mort d'Isaac et de détourner les soupçons sur un cartel rival. À l'intérieur de l'appartement, Dexter a rencontré de manière inattendue le tueur à gages, un homme robuste et sarcastique armé d'un pistolet, ce qui a mené à une confrontation très tendue. Je ne sais pas qui t'a envoyé ici, mais je ne vais pas faire moitié-moitié. Alors que les deux hommes tournaient l'un autour de l'autre, il devint évident qu'ils visaient la même cible. L'excès de confiance du tueur à gages, cependant, laissa une ouverture à Dexterity, qui réduisit la distance avec une précision calculée et lui trancha la gorge d'un seul mouvement rapide. Isaac a découvert le corps du tueur à gages, déduisant plus tard que sa propre confrérie avait commandité le meurtre. Cette trahison a renforcé la détermination d'Isaac, intensifiant la guerre entre lui et Dexter tout en les rapprochant.
Pour Dexter, le meurtre a non seulement éliminé une menace immédiate, mais a également modifié la dynamique de son conflit avec Isaac, intensifiant les enjeux personnels de leur jeu mortel. Alors que les relations de Dexter avec Isaac Serko s'intensifiaient, il se retrouve à mêler à d'autres membres dangereux de la fraternité Koshka, dont Oleg Michich, un tireur d'élite impitoyable avec au moins 16 meurtres confirmés à son actif. Chargé avec Benjamin Caffrey d'éliminer Isaac Serko, Oleg a représenté un défi de taille pour Dexter Morgan, qui a été contraint d'intervenir lorsqu'Isaac a kidnappé Anna McKay. Dexter, poussé à la fois par l'obligation et la fureur, accepta d'éliminer Oleg et son partenaire pour obtenir la libération d'Anna. Les recherches méticuleuses de Dexter le menèrent à un stand de tir, où Oleg testait un fusil de haute puissance en préparation de son meurtre. Oleg, allongé et concentré sur sa cible, ne remarqua jamais l'approche calculée de Dexter. Se déplaçant avec une précision de prédateur, Dexter réduisit silencieusement la distance et plongea un couteau dans le dos d'Oleg, le faisant taire instantanément. Dexter s'assura qu'aucune trace ne le reliait au crime, tandis qu'Isaac, informé du succès de l'opération, redirigea l'attention de Dexter vers Caffrey. La mort d'Oleg marqua un tournant, enlisant davantage Dexter dans la violente toile de la fraternité Koshka. Je voulais aussi dire, ne trouves-tu pas un peu irréaliste que Oleg n'ait fait aucun bruit quand il a été poignardé? Je veux dire, je m'attendais à ce qu'il crie ou quelque chose comme ça. Faites-moi part de votre avis. Le meurtre de Clint McKay a marqué l'un des moments les plus sombres de Dexter, car il a franchi la ligne en tuant un homme complètement innocent. Clint, le père séparé de Anna McKay, était une figure manipulatrice et abusive qui est revenue dans sa vie sous le couvert du changement. Connu pour son penchant pour le jeu et sa conscience, il a rapidement révélé ses véritables motivations, exploitant l'amour d'Anna pour rembourser ses dettes. Au début, Dexter s'est approché de Clint avec prudence. Mais à mesure que le comportement de Clint passait de la manipulation émotionnelle à des accès de violence, Dexter est devenu de plus en plus protecteur envers Anna. La situation a dégénéré quand Clint, ivre, a embouti la serre de Anna avec son camion, détruisant son travail et la laissant dévastée par de cruelles insultes. Alors qu'Anna s'effondrait, Dexter intervint, sa colère glaciale annonçant ce qui allait suivre. Lorsque Clint tenta plus tard de faire chanter Dexterati, menaçant de révéler des secrets sur Anna. Dexter a décidé que Clint était allé trop loin, attirant Clint dans un parking sous prétexte de le payer. Dexter l'a maîtrisé de manière classique. Clint se réveilla sur le bateau de Dexter, enveloppé dans du plastique, face à la terrifiante réalisation de son destin. Tu as le diable en toi, mon garçon? Non, je pense que c'est juste moi. Les suppliques de miséricorde tombèrent dans l'oreille d'un sourd, alors que Dexter rendait froidement la justice, plongeant un couteau dans la poitrine de Clint. Pour Dexter, tuer Clint était à la fois personnel et protecteur, un moyen de protéger la femme qu'il avait aimée de son bourreau. Cependant, les actions de Clint ont laissé des cicatrices durables chez Anna, tout en renforçant son lien avec Dexter, qui a montré qu'il ferait tout pour la protéger. En tuant Clint, un homme innocent, Dexter nous a donné un aperçu du monstre qu'il aurait pu devenir sans le code d'Harry pour le guider. La dernière personne que Dexter a tuée dans la saison 7 était Hector Estrada, le puissant baron de la drogue responsable de la mort de sa mère. L'implication d'Estrada dans l'infâme massacre du chantier naval, où Dexter et son frère Brian ont été témoins du meurtre brutal de leur mère à la tronçonneuse, a hanté la vie de Dexter et a façonné son code meurtrier pendant des décennies. Estrada est resté hors de portée, protégé derrière les barreaux, jusqu'à ce que sa libération inattendue offre à Dexter l'occasion d'une vengeance tant attendue. Dexter, sous le pseudonyme de Steve Gaskill, a approché Estrada sous couvert d'un trafic de drogue, attirant l'ancien baron du crime vers un conteneur maritime la veille de Noël Crypto. Estrada comprit rapidement la situation en entrant dans la salle de torture méticuleusement préparée par Dexter, entouré de bâches en plastique et d'outils du métier. Bien qu'Estrada ait tenté de résister, allant même jusqu'à sortir une arme dissimulée, Dexter l'a désarmé et maîtrisé sans difficulté. Confronté à une photographie de Dexter, âgé de 3 ans, assis dans une mare de sang, la bravade d'Estrada a faibli et il a reconnu la véritable identité de son ravisseur. Cependant, avant que Dexter ne puisse porter le coup fatal, Estrada révéla une information cruciale. Le capitaine Maria Laguerta avait orchestré sa libération dans le cadre de son plan pour démasquer Dexter en tant que boucher de Bay Harbor. Cette révélation compliqua les plans de Dexter, le forçant à libérer Estrada temporairement pour éviter le piège de Laguerta. Ce n'est que plus tard, après avoir traqué Estrada jusqu'à un parc, que Dexter l'a sédaté et ramené dans le conteneur pour le jugement final. Les derniers instants d'Estrada furent emplis de défis, mais la détermination de Dexter était inébranlable. Il a tué Estrada de sang-froid. La mort d'Estrada a marqué l'aboutissement de la vendetta de toujours de Dexter, mais a également approfondi son implication dans l'enquête de Laguerta. Cette exécution capitale a ouvert la voie à un conflit encore plus grand, alors que le passé et le présent de Dexter convergeaient dans un affrontement mortel. La personne suivante est, curieusement, personne. Ou du moins personne que nous connaissions. Nous ne connaissons ni leur identité, ni la raison de leur présence, ni quoi que ce soit à leur sujet. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils ont fini dans la salle de torture de Dexter. Dexter a tué Andrew Briggs par erreur, mais ses actes étaient motivés par l'amour qu'il portait à sa sœur des Broies. Tourmenté par la culpabilité d'avoir tué Maria, Laguerta avait pris un emploi de détective privé et infiltré la vie de Briggs sous le prétexte de l'aider à vendre des bijoux volés. Cependant, son instabilité émotionnelle croissante l'a amené à brouiller les frontières entre sa mission et sa vie personnelle. Se droguer et entretenir une relation avec le criminel. Inquiet pour la sécurité de Desbrois, Dexter l'a suivi jusqu'au motel et découvrit son implication avec Briggs. Une confrontation houleuse s'ensuivit, Dexter insistant pour que Deb parte, mais Briggs intervint.
Les tensions ont explosé lorsque Briggs a tenté d'intimider Dexter, le forçant à une lutte violente dans la chambre de motel exiguë. Briggs a tenté de saisir un couteau, mais Dexter a été plus rapide, retournant l'arme contre lui et poignardant mortellement le fugitif à la poitrine. Debra, horrifié, a accusé Dexter de l'entraîner plus profondément dans le chaos. Cela laissa de nouveau Debra émotionnellement brisée, refusant l'offre de Dexter de dissimuler le meurtre et appelant plutôt la police. Si la mort de Briggs a écarté une menace potentielle, elle a fracturé davantage la relation déjà fragile entre Dexter et Deborah, la poussant plus près du précipice. Ce meurtre, bien que nécessaire dans l'esprit de Dexter, devint une fissure de plus dans les fondations de son monde en ruine. Alors que Dexter tentait d'identifier le chirurgien du cerveau dans la saison 8, il a fini par trouver et tuer un autre tueur en série. Ron Galuzzo, un vendeur en apparence discret travaillant dans un kiosque de fitness d'un centre commercial, était tout sauf ordinaire. Derrière son travail banal et son comportement maladroit se cachait un sinistre secret. Galuzzo était un cannibale qui s'attaquait à ses victimes, dépaissant méticuleusement leur corps et consommant leur chair. Dexter a croisé le chemin de Galuza pour la première fois en enquêtant sur des suspects liés à l'affaire du chirurgien du cerveau. Bien que Galuza ait d'abord été considéré comme un coupable possible, Dexter a rapidement découvert que sa dépravation allait dans une direction complètement différente. Les soupçons de Dexter grandirent lors de leur première rencontre, où Galuzzo força l'amabilité et nia connaître le docteur. Vogel a tiré la sonnette d'alarme. Une visite au domicile de Galuzzo a confirmé la culpabilité de Dexter. La cuisine, d'une propreté anormale comparée au reste de la maison, révélait le macabre. Une mijoteuse mijotait des doigts humains, tandis que le réfrigérateur contenait des récipients soigneusement étiquetés d'organes humains, dont un cerveau mariné dans une sauce à l'ail. Les atrocités de Galuzzo étaient indéniables. Installant une salle de torture dans la propre cuisine de Galuzzo, Dexter a confronté le cannibale, méditant sur leur sombre parallèle. Et maintenant, je réalise que je suis juste. Je consume tous ceux que j'aime. Sur ces mots, Dexter a plongé le couteau dans la poitrine de Galuzzo, s'assurant qu'il ne tuerait ni ne mangerait plus jamais d'autres victimes. Si la mort de Galuzzo a débarrassé la société d'un dangereux prédateur, elle a rappelé de manière glaçante la lutte incessante de Dexter contre sa propre nature sombre, intensifiant son conflit intérieur. Je pense que Dexter, admettant qu'il détruit la vie de tout le monde autour de lui, est la chose la plus honnête qu'il dise dans toute la série. Si vous êtes d'accord avec moi, alors abonnez-vous. Je promets que ce sera la dernière fois que je te le demanderai. Tuer A. Yates était, encore une fois, un autre tueur sadique que Dexter a trouvé lors de sa chasse au chirurgien du cerveau. Technicien du câble avec une obsession troublante pour briser les orteils et enterrer les femmes sous les rosiers, Yates a attiré l'attention en raison de son passé sinistre. Il était un patient du docteur Evelyn Vogel, qu'il a autrefois traité pour des tendances violentes découlant d'abus infantiles, a marqué la tête et les méthodes tordues de Yates. Le fait qu'il ait kidnappé, torturé et tué des femmes à caractère sexuel a fait de lui une menace digne de l'attention de Dexter. La chasse à Yates s'est intensifiée lorsqu'il a kidnappé le docteur Vogel, la blâmant pour sa souffrance et la menaçant de mort. Dexter, accompagné de sa sœur Deborah, avec qui il était en froid, se précipita pour le localiser grâce à un traçage téléphonique désespéré. La tension montait alors que Vogel, ligoté et impuissant, tentait de manipuler la psyché fragile de Yates pendant qu'il se préparait à revivre son traumatisme d'enfance en se cachant sous un lit. L'arrivée de Dexter a changé la donne, Yates attendant d'embusquer Debra depuis sa cachette. Sentant le danger, Dexter a saisi une tringle à rideau et l'a enfoncée dans le lit, empalant mortellement Yates d'un seul coup calculé. Ensemble, ils se sont débarrassés du corps de Yates en mer. Un acte rare qui a réuni Deb, Dexter et Vogel. C'était vraiment bizarre. Une famille prête à tuer tout en étant soulagée d'être en sécurité. Ce soulagement fut temporaire, car le chirurgien du cerveau continuait de les terroriser, ainsi que les citoyens de Miami. Ce qui m'amène parfaitement à l'avant-dernière victime de la saison 2000. Oliver Saxon, aussi connu sous le nom du chirurgien du cerveau, fut l'un des adversaires les plus personnels et dévastateurs de Dexter Morgan. Un vrai psychopathe, totalement dépourvu d'empathie. Le règne de terreur de Saxon était marqué par une précision chirurgicale. Littéralement, il tuait ses victimes avec un détachement glaçant, prélevant des parties de leur cerveau pour envoyer des messages cryptiques à sa mère. Le docteur Evelyn Vogel. Bien qu'initialement considéré comme un énième tueur en série anonyme, l'identité de Saxon et son lien avec Vogel ont ajouté des couches de complexité à sa menace. Ce n'était pas un tueur comme les autres. Il était le fils de Vogel, un fait qui a brisé la confiance entre elle et Dexter. La rivalité s'intensifia lorsqu'à Saxon assassina Vogel dans un acte de vengeance calculé, lui tranchant la gorge tandis que Dexter assistait, impuissant. Cet acte brutal a marqué un tournant, alimentant la détermination de Dexter à mettre fin à la vie de Saxon. Leur confrontation finale a commencé lorsque Saxon a été arrêté après une tentative ratée de tuer Deborah Morgan dans un hôpital. Deborah, déjà gravement blessée par Saxon, est restée dans un état végétatif suite à des complications chirurgicales, ce qui a renforcé la détermination de Dexter. Dexter a affronté Saxon dans une cellule de détention sous prétexte de recueillir des preuves. Alors qu'une caméra de sécurité filmait, Dexter a provoqué Saxon en le poussant à l'attaquer en plaçant stratégiquement un stylo sur la table. Non, je suis là pour te tuer avec ce stylo. Alors que Saxon s'élançait, Dexter a renversé la situation, le poignardant au cou avec le stylo dans une brutalité absolue. Saxon se vida sur le sol, souriant jusqu'à son dernier souffle. Sa mort filmée comme un homicide justifié. Dexter a été blanchi de tout acte répréhensible. Je veux dire, c'était de la légitime défense, non?
La mort de Saxon, cependant, est survenue trop tard pour sauver Deborah, qui est laissée dans un état végétatif. Ce qui m'amène au dernier meurtre de la saison 8. Les derniers instants de Deborah Morgan furent l'aboutissement obsédant de la relation fraternelle complexe qui avait défini une grande partie de la vie de Dexter Morgan. Debra, détective déterminé et pilier moral de la brigade criminelle de Miami Metro, a toujours lutté pour la justice, même après avoir découvert le sombre secret de son frère. Son histoire tragique a pris un tournant dévastateur lorsqu'elle a été grièvement blessée par Oliver Saxon. Des complications chirurgicales l'ont laissée dans un état végétatif, scellant son destin et marquant la fin de sa quête incessante de justice. Alors qu'un ouragan menaçait Miami, Dexter prit une décision déchirante. Rongé par la culpabilité et dévoré par l'amour pour sa sœur, il choisit de lui épargner une vie de souffrance et de néant. Dans la chambre d'hôpital vide, il lui a murmuré son amour et a débranché son assistance respiratoire, mettant fin à sa vie. Ce qui s'est passé ensuite était surréaliste. Dexter a porté son corps sans vie jusqu'à son bateau, et dans un acte de chagrin sans précédent, il l'a laissé reposer en mer, reproduisant le rituel qu'il avait réservé à ses victimes. Sa mort a marqué un tournant pour Dexter, le poussant à simuler sa mort et à s'exiler. La perte de Deborah a laissé un vide profond. Son absence symbolisée par l'effondrement de la vie de Dexter. Une fin tragique pour un personnage qui avait toujours marché sur la ligne entre la justice et la loyauté familiale. Je veux dire, j'étais personnellement bouleversé que Deb soit morte. Elle était sans conteste le deuxième meilleur personnage de la série. Maintenant, alors que je passe aux 6 dernières victimes de cette vidéo, je tiens à vous avertir que si vous n'avez pas regardé Dexter New Blood, veuillez quitter la vidéo. Je détesterais vous gâcher le plaisir si vous ne l'avez pas encore vu. Bref, ceci étant dit, reprenons. La première personne que Dexter a tuée dans New Blood fut Matt Caldwell, dont l'arrogance et l'insouciance ont réveillé le passager noir de Dexter. Après près de 10 ans, Matt Caldwell, le fils gâté et arrogant de Kurt Caldwell, a fait irruption dans la vie tranquille de Dexter à Iron Lake, comme si la ville lui appartenait. Connu pour son comportement odieux et son manque de responsabilité, Matt avait un historique d'actions imprudentes, y compris avoir causé un accident de bateau qui a tué 5 personnes. Son absence de remords et son mépris flagrant de la vie faisaient de lui un danger pour son entourage. Le destin de Matt fut scellé lors d'une partie de chasse, quand il abattit froidement un insecte blanc auquel Dexter s'était attaché, le sang éclaboussant le visage de Dexter. L'acte était plus qu'un déclencheur. C'était une violation de l'ordre que Dexter avait imposé à sa nouvelle vie. Submergé par l'émotion et la résurgence de ses pulsions, Dexter assomma Matt et préparait une salle de torture, une pratique qu'il n'avait pas revisitée depuis des années. Dexter a confronté Matt au sujet de ses crimes, exigeant des comptes. Malgré les supplications et les excuses de Matt, Dexter a rendu sa justice caractéristique, enfonçant un couteau dans la poitrine de Matt. C'était un acte calculé, presque rituel, marquant le sinistre retour de Dexter. Les événements qui ont suivi ont forcé Dexter à faire face à la gravité de ses actes alors qu'il démembrait le corps de Matt et incinérait les restes pour cacher les preuves. Ce retour tant attendu au meurtre a non seulement réveillé ses sombres pulsions, mais a également déclenché une série d'événements qui ont commencé à défaire la vie fragile qu'il avait créée. C'était un rappel brutal que peu importe à quel point il essayait de fuir, l'obscurité de Dexter faisait toujours partie de lui. La personne suivante sur cette liste est Jasper Hodge, un trafiquant de drogue imprudent dont les actions négligentes ont causé la mort de 18 personnes et surtout ont failli coûter la vie au fils de Dexter, Harrison. Jasper était un petit producteur de drogue à la réputation mortelle, fabriquant des pilules de fentanyl frélatées dans son grenier délabré. Il ne montrait aucun égard pour les vies perdues à cause de sa négligence. Sa cruauté a attiré l'attention de Dexter lorsque Harrison a fait une overdose des pilules de Jasper lors d'une fête, laissant Dexter aux prises avec la rage et la culpabilité. Déterminé à faire rendre des comptes à Jasper, Dexter le traqua jusqu'à sa résidence de Moose Creek. Pénétrant dans la maison encombrée et crasseuse, Dexter a neutralisé Jasper avec une seringue de kétamine. Quand Jasper se réveilla dans la salle de torture improvisée de Dexter, Dexter le força à regarder les photos de ceux qui étaient morts à cause de ces drogues frélatées. Jasper a refusé d'assumer ses responsabilités, rejetant froidement la faute sur les addictions de ses victimes. Lorsque Jasper a insulté les compétences parentales de Dexter, la fureur de Dexter a explosé. Cependant, alors que Dexter s'apprêtait à appliquer sa propre justice, une voiture à l'extérieur l'interrompit. S'adaptant rapidement, Dexter a changé sa méthode. Au lieu d'utiliser son couteau, il a forcé Jasper à ingérer son œuvre, laissant la scène mise en scène comme une overdose. La police a découvert plus tard le corps sans vie de Jasper affalé sur sa chaise, ignorant l'implication de Dexter. La mort de Jasper a été un moment charnière, car elle a rapproché les actions de Dexter de la découverte. Angela commençant à faire le lien avec le boucher de Bay Harbor. Ce meurtre symbolisait l'incapacité de Dexter à séparer la vengeance de son code. Un faux pas qui l'a plongé davantage dans le danger. Elric Ken, le fidèle acolyte de Kurt Caldwell, a trouvé la mort des mains de Dexter. Une mise à mort motivée par le pur désespoir. La loyauté indéfectible de Ken envers Kurt a finalement scellé son destin. Elric était chauffeur routier et homme à tout faire pour Kurt, chargé de gérer des affaires délicates et souvent violentes. Son implication avec Dexter a commencé lorsque Kurt lui a ordonné d'éliminer Dexter, le considérant comme une menace. La mission d'Elric est devenue personnelle lorsqu'il a tendu une embuscade à Dexter, l'assommant et le traînant sur la banquette arrière de sa voiture. Quand Dexter reprit conscience en route vers son exécution, il renversa rapidement la situation, faisant s'écraser la voiture dans une tentative d'évasion désespérée. Dexter s'enfuit dans les bois enneigés, Elric à ses trousses.
La poursuite a mené à une confrontation tendue dans un camp d'été abandonné, où Dexter a attiré Elric dans un piège. Exploitant l'environnement et ses instincts de survie, Dexter a tendu une embuscade à Elric, lui plaçant un couteau sous la gorge. Les derniers instants d'Elric furent emplis de peur, alors que Dexter lui soutirait des informations sur la localisation d'Harrison avant de lui porter le coup fatal. Après avoir tué Elric, Dexter a dissimulé le corps et utilisé son téléphone pour faire croire à Kurt que tout se déroulait comme prévu. Cet acte a intensifié les enjeux, car les efforts de Dexter pour protéger Harrison et rester discret n'ont fait qu'alimenter la détermination de Kurt à se venger. Je voudrais dire que cela m'amène parfaitement au meurtre de Kurt, mais nous devons d'abord nous souvenir de Wiggles le clown. Wiggles le clown, un sinistre prédateur dont la double vie troublante l'a mené dans le collimateur de Dexter Morgan, était un animateur pour enfants que l'on voit dans des flashbacks. Derrière le sourire forcé, il cachait un sombre secret. Il s'en prenait aux enfants, leur ôtant la vie et les photographiant déguisés en clowns. La découverte par Dexter de la cachette de Wiggle, remplie de trophées macabres, a solidifié sa place sur la table de mise à mort. Poussé par son code, Dexter planifiait méticuleusement son prochain coup. Sous le voile obscur du Covid, Dexter s'est infiltré dans le Playland, le transformant en une glaçante salle de mise à mort. Finalement, Wiggles fut capturé et se réveilla entravé sur un toboggan, entouré de photographies de ses victimes, semblables à celles d'un carrousel, déformées par des miroirs de fêtes foraines. Alors qu'il se débattait, Dexter l'a confronté, révélant les actes odieux qui avaient mené à sa capture. Les supplications désespérées de Wiggles furent ignorées tandis que Dexter lui ôtait la vie. Sa mort a épargné de futures victimes et a servi de sombre rappel de la mission inébranlable de Dexter d'éliminer les prédateurs. Kurt Caldwell, l'un des méchants les plus effrayants de la série, a laissé une impression durable en tant que tueur en fuite, devenant finalement la 68e personne que Dexter tue à l'écran. Membre respecté de la communauté d'Iron Lake, Kurt attirait secrètement des fugueuses dans son bunker souterrain, où il les emprisonnait, les manipulait et finalement leur tirait dessus lorsqu'elles tentaient de s'échapper. Au moment où Dexter a découvert ses crimes, Kurt avait conservé 30 victimes comme trophée, dont Molly Park, une podcasteuse d'affaires criminelles qui enquêtait sur lui. Les rivalités entre Dexter et Kurt se sont intensifiées après que Kurt a découvert que Dexter avait tué son fils, Matt Caldwell. Cela a mené à un dangereux jeu du chat et de la souris, qui a culminé avec Kurt s'en prenant à Harrison, le fils de Dexter. Pour se venger, Dexter et Harrison ont collaboré pour découvrir le bunker caché de Kurt, y trouvant sa macabre collection de victimes embaumées. La découverte a horrifié Harrison, mais elle a aussi renforcé la nécessité d'arrêter Kurt. Dans un dénouement glaçant, Dexter et Harrison ont affronté Kirk dans son propre bunker. Kurt étant attaché à la même table qu'il utilisait pour ses victimes, Dexter a révélé ses crimes et ses motivations, rejetant les justifications tordues de Kurt de sauver des fugueurs. Après avoir réduit Kurt au silence d'un coup de couteau dans la poitrine, Dexter a démembré son corps sous le regard perturbé mais résolu d'Harrison. La mort de Kurt a apporté un soulagement immédiat, mais elle a également marqué un tournant dans la relation entre Dexter et Harrison. L'expérience les alliait en tant que père et fils, mais elle a forcé Harrison à affronter la réalité du sombre code de son père. J'ai trouvé ça vraiment drôle, personnellement. Je veux dire, la plupart des familles offrent des cadeaux, vous savez, mangent des mains spies. Mais Dexter et son fils ont décidé de passer ce moment à découper un corps dans un bunker. À long terme, les actions de Kurt ont exposé Dexter aux soupçons d'Angela Bishop, préparant le terrain pour le final explosif de Dexter New Blood, que j'ai trouvé très bon d'ailleurs, même si je sais que certaines personnes ont été déçues. Le sergent Logan, l'un des personnages les plus moraux et attachants de la série, a connu une fin tragique et choquante des mains de Dexter. Logan, officier de police respecté et entraîneur de lutte au lycée, était connu pour sa gentillesse et son engagement à protéger Iron Lake. Son rôle dans l'éventuelle capture de Dexter a mis en lumière son flair aiguisé et son dévouement inébranlable à la justice. La tension menant à la mort de Logan a commencé lorsque Dexter a été arrêté pour le meurtre de Matt Caldwell, avec des preuves de plus en plus nombreuses le liant au meurtre du boucher de Bay Harbor. Enfermé dans une cellule de prison et menacé d'extradition vers la Floride, où la peine de mort l'attendait, Dexter réalisa qu'il devait s'échapper. Logan, inconscient du danger, apporta une bouteille d'eau à Dexter quand il la lui demanda, préparant sans le savoir le terrain pour la sinistre confrontation. Alors que Logan s'approchait de la cellule, Dexter saisit l'occasion, le projetant violemment contre les barreaux et l'étranglant. Malgré la demande de Dexter de lui remettre les clés, Logan tenta de dégainer son arme. En un instant, Dexter lui brisa la nuque, tuant l'homme qui lui avait fait confiance. Les conséquences de la mort de Logan furent catastrophiques, Dexter ayant fui la scène, laissant ses actes parler d'eux-mêmes. Prendre une vie innocente brisa les principes du code, révélant l'étendue de la destruction causée par son passager noir. Ce moment a marqué un tournant pour Harrison, qui a réalisé les dommages irréparables que les choix de Dexter avaient infligés aux autres et à lui-même. Dans un parallèle avec l'épisode d'ouverture de la série, le chapitre final a vu Harrison affronter et tuer son père, mettant un terme définitif au parcours destructeur de Dexter, qui est chaque personne que Dexter Morgan a tué. Si vous avez aimé cette vidéo, alors assurez-vous de vous abonner et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo sur toutes les personnes que Deb a tuées.